Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dont l'objectif est de présenter l'informatique en classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques, Maths Sup, Maths P. Je vais présenter l'informatique qu'on fait en informatique du tronc commun, donc matière de première et de deuxième année, et puis en simulation numérique, ce qu'on peut faire en sciences de l'ingénieur comme en physique-chimie, et puis de l'intelligence artificielle qu'on va traiter un petit peu en informatique, et surtout pour la dernière partie de cette présentation, de l'intelligence artificielle qu'on va faire en sciences de l'ingénieur. Voilà, alors cette vidéo est destinée à faire le tour des sujets que je propose, donc en utilisant comme support les programmes officiels. Il faut savoir que d'un prof à l'autre, les exercices vont changer, donc ça c'est vraiment une version où vous allez voir un peu ce que j'aime. Il y a des sujets qu'on est obligé de traiter sans forcément les aimer, mais après j'ai, par exemple dans les images ou dans les sujets d'IA, choisi des sujets qui me plaisaient énormément, et donc ne vous attendez pas forcément à faire d'une part les mêmes sujets quand vous arriverez en prépa, si vous allez bientôt en prépa. Et puis d'autre part, éventuellement faire tous les sujets, parce que moi je vais vous montrer ce que je propose, mais je ne les fais pas tous faire aux élèves. Après, l'avantage c'est qu'ils ont la possibilité d'en faire plus s'ils le souhaitent. Voilà, donc les filières qui sont couvertes par ces programmes que je vais présenter ici sont les filières MPSI, PCSI et PTSI pour la première année, et MP, PC, PSI et PT pour la deuxième année. Alors, il faut savoir qu'il y aura aussi de l'informatique dans les autres, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses qui sont communes, évidemment. Les bases Python pour apprendre à programmer, c'est la même chose. Voilà, donc je vous ai mis un petit extrait ici du début des programmes, celui d'informatique. Ici à gauche, programme officiel, et puis ici à droite des trois programmes des classes PCSI, PSI, MPSI, MP et PTSI, PT. Et j'ai mis deux petites captures parce qu'il est important de le dire, cette vidéo est valable pour les programmes qui ont changé en 2020, je la fais en 2026. Il est possible que ça évolue un petit peu dans quelques années si les programmes sont mis à jour. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la présentation. Donc si vous êtes nostalgique de l'informatique en prépa, vous allez pouvoir réviser un petit peu et revoir un peu ce que vous avez fait. Si vous êtes juste curieux de savoir ce qu'on y fait, cette vidéo est faite pour vous et je vais montrer vraiment beaucoup d'exemples qui à la fin vous permettront de vraiment clairement voir où on va. Et puis, si tu es un futur élève en prépa, ça te permet de voir ce que tu vas faire. Et puis aussi après, à la toute fin de cette présentation, je montrerai comment faire en sorte de se préparer pour arriver en première année en sup sans être trop en retard. Parce que parfois, vous ne faites pas beaucoup d'informatique et pourtant, il va y avoir un niveau relativement rapide au début d'année, en début de première année. Donc, je propose des sujets avec vidéo de base Python sur mon site et j'en parlerai vraiment à la toute fin de cette présentation. Voilà, alors, il faut que je clique et que ça marche. C'est bon, ça marche. Donc, voilà la présentation de tous les sujets qu'on va pouvoir traiter pendant les 2 années et que ça soit donc dans la matière ITC, informatique du tronc commun, ou en physique, chimie et SI, pour ce qui est de méthode, de l'air, Newton, etc. Je rentrerai dans les détails après. Donc, en première année en informatique du tronc commun, on va d'abord voir des bases, il faut apprendre un langage. Ensuite, on va faire quelques algorithmes. Toutes les premières parties ici, c'est plutôt de l'apprentissage de principe. Donc des algorithmes, recherche séquentielle dictionnaire, je rentre dans les détails plus tard, donc je ne vais pas le dire tout de suite. Algorithme à boucle imbriquée, donc on commence à faire des programmes un petit peu plus compliqués. Comment utiliser des modules et des bibliothèques et avec des applications qui sont proposées par le programme qu'on traitera. On voit les algorithmes dichotomiques qui consistent à diviser par 2, diviser par 2, diviser par 2 pour trouver des solutions avec une rapidité meilleure qu'une recherche basique. On voit ensuite les fonctions récursives. Et je dirais qu'à partir de là, à partir de ce chapitre-là, vous avez à peu près tous les outils pour aller plus loin. Et en gros, c'est la première moitié de la première année, quoi. C'est un peu l'ordre de grandeur. Parfois, c'est un petit peu organisé autrement selon les enseignants, mais c'est voilà, les idées sont là. Parfois, l'algorithmique est fait un petit peu avant aussi, mais moi, j'en parle dans tous mes TD dès les premiers TD. Donc finalement, quand on fait le cours d'algorithmique, on a déjà abordé un peu tout ce qu'il y a dedans. Ensuite, donc on va parler d'algorithmes gloutons, qui sont des algorithmes pour trouver une solution optimale dans un problème en faisant l'espoir qu'une solution optimale locale donne une solution optimale globale. Je ne rentrerai pas dans les détails tout de suite. On va traiter les images et là vous verrez que moi qui j'adore ça et les résultats étant assez chouettes, j'ai pas mal de sujets que je traite là-dessus. Ensuite, on aborde 5 méthodes de tri de listes qui sont au programme. On parle d'algorithmique, c'est-à-dire de complexité, de code, combien de temps ils mettent pour faire les calculs, est-ce qu'ils donnent les bons résultats. Est-ce qu'il se termine? Parce que parfois des codes ne se terminent pas. Donc ça, c'est un petit peu plus théorique. Représentation des nombres, c'est quelque chose qui est important pour avoir conscience de ce que fait l'ordinateur quand on fait des calculs. Et je parlerai d'exemples tout à l'heure.
Ensuite, on commence à parler des graphes. Donc le graphe, c'est une structure avec des sommets et des arcs, et puis on va pouvoir représenter beaucoup de choses grâce à des graphes, en particulier les jeux en deuxième année. En deuxième année, l'informatique va être que sur un semestre. Du coup, le programme est plus léger, mais par contre, au niveau difficulté, je dirais qu'il est plus costaud. Dans les bases de données, c'est un nouveau chapitre indépendant de Python qui va être accessible pour tous. Mais après, on va faire du dictionnaire et programmation dynamique. Et là, il va falloir maîtriser le programme de première année sur les dictionnaires. Et pour la programmation dynamique, il va falloir maîtriser de manière globale le langage Python. Et puis, il va falloir être capable de faire des parcours de graphes. Donc, il y a du travail et puis de la récursivité. Du coup, c'est important d'arriver en deuxième année en maîtrisant ces domaines-là. Évidemment, c'est important de tout maîtriser, mais ça sera nécessaire. Et ensuite, on a de l'intelligence artificielle. Alors, on a en informatique l'algorithme KNN, mais qui est aussi au programme de SI. Du coup, on fait en sorte dans mon lycée de le traiter en informatique. Donc, on ne le fait pas à nouveau en SI. On a un algorithme qui s'appelle K-moyenne dont je parlerai tout à l'heure. Et puis après, on a l'étude des jeux, en particulier les jeux à deux joueurs, type Morpion, voilà. Ensuite, pour ce qui est de la simulation numérique, on a 4 chapitres qui vont être un petit peu traités dans toute l'année dans différents sujets. Dérivation numérique et méthode d'Euler pour les équations différentielles. Newton et dichotomie, c'est pour la résolution de fonctions f de x égale 0. Intégration numérique, c'est comment faire une intégrale avec Python. Les systèmes linéaires pour la résolution de systèmes linéaires, comme vous les voyez en maths, mais nous appliqués à de la science de l'ingénieur, parce que moi je suis enseignant à la fois d'informatique et de sciences de l'ingénieur, donc j'ai pas mal de sujets qui vont être aussi adaptés aux sciences de l'ingénieur, mais là dans la présentation je montrerai un peu de tout. Et enfin, spécifiquement dans le programme de sciences de l'ingénieur, on va parler des réseaux de neurones, comment ça fonctionne et après comment les utiliser avec un module scikit-learn de Python. Voilà, j'ai fait le tour de cette présentation. Donc vous allez voir plein de choses intéressantes. Donc d'abord, je parle de l'informatique du tronc commun première année. Et je vais reprendre dans l'ordre, je reviens en arrière. Je vais reprendre dans l'ordre que vous voyez ici à gauche. Voilà, donc la première étape pendant le premier semestre, les 6 premiers mois, ça va être d'apprendre à utiliser le langage. Et déjà, on va faire des choses assez poussées. Hein. Il va falloir prendre le pas dès le début d'année. Donc là, par exemple, dans mon TD0, on va d'abord apprendre à utiliser un logiciel qui s'appelle Piso. Si vous avez envie, vous pourrez sur mon site trouver le TD qui permet d'expliquer comment on prend en main Piso et vous pouvez le faire directement tout seul depuis chez vous. Et j'ai fait une vidéo qui présente toute la prise en main. J'en reparlerai à la fin de cette présentation. Donc on voit d'abord comment on utilise le logiciel qui va nous permettre de coder. Et puis ensuite on révise ou on apprend des détails sur les types des éléments, les booléens, c'est-à-dire true ou false, tout ce qui est manipulation de listes, et les ranges, parce qu'on va utiliser des ranges pendant 2 ans, si on se limite à un élève qui fait 2 ans en prépa. Voilà, déjà dans le TD0, dans la partie base Python, on va aller faire des fonctions. Hein. Ici, vous avez une fonction qui calcule la moyenne d'une liste. Alors, vous remarquerez souvent que mes codes sont relativement détaillés, de manière à ce que les élèves puissent les comprendre, parce que je marque somme égale 0, certains l'appelleront A égale 0, mais là, au moins, on voit ce qu'on fait. Et pendant que j'y pense, parce que je voulais le dire tout à l'heure, il faut avoir conscience que l'informatique a pour objectif non pas le résultat, mais d'apprendre la logique, la programmation, l'algorithmique. Du coup, ne dites pas, tiens, il y a un module, on aurait pu faire ça avec un module. On peut tout faire avec des modules préprogrammés et pas y passer beaucoup de temps. Mais on va apprendre aux élèves à faire les choses eux-mêmes pour être capables déjà de structurer leur logique et de comprendre comment ça marche, et puis éventuellement plus tard, de coder eux-mêmes des fonctions qui feraient pas qui ne seraient pas déjà préprogrammées. Et puis dès ces premières séances, on va parler de variance et de complexité, c'est-à-dire de temps de calcul que prend la fonction. Et par exemple ici, quand on calcule une variance d'une liste, une variance de nombre, on doit faire un calcul en retranchant la moyenne à tous les termes. Et là, les élèves, s'ils mettent la moyenne calculée, ici je calcule la moyenne hors de la boucle for ici, s'ils les mettent dedans, eh bien on va passer d'un temps de calcul qui est proportionnel au nombre de termes à un temps de calcul qui est proportionnel au nombre de termes au carré. Voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails de la complexité, mais en gros, dès les premiers TD, on va poser des questions pour essayer d'apprendre ce que c'est que la complexité.
Ensuite, chapitre 2, recherche séquentielle et dictionnaire. Vous voyez des petits exemples ici. On va coder une fonction qui cherche si 42 est dans la liste qui est à droite et qui renvoie oui si c'est vrai, non si c'est pas vrai, qui s'applique aussi aux lettres. Est-ce que le S est dans teston? Ensuite, on va vouloir les positions de 42 dans une liste. Ici, l'indice Python 0, c'est le premier terme, 1, 2. Le 24, il n'est pas dedans, ça ne doit pas bugger, ça doit renvoyer une liste vide. Le S dans teston, il va nous dire qu'il est en 0, 1, deuxième position, 3, 4, 5, sixième position. Voilà, des petits algorithmes de parcours d'une liste et de travail dessus. Là, ici, on va aussi obtenir l'indice de 42 dans cette liste. Voilà, bon, un indice, là, c'est plein de positions. On va apprendre à faire, donc le programme d'informatique dit qu'il faut faire la recherche d'un élément, c'est fait, la recherche d'un maximum et des suivants. Donc là, par exemple, la procédure d'un maximum qu'on dit maximum mémoire. Quand on regarde un paquet de copies et qu'on veut la note maximale, on va regarder les notes et puis chaque fois qu'on en trouve une plus grande que celle qu'on a mise en mémoire dans notre tête, on va changer la valeur en mémoire. Et donc à la fin, quand on a parcouru une fois la liste, on connaît notre valeur maximale de liste. Donc voilà, des petits algorithmes relativement simple, mais qui nécessite dès les premiers TD, vous voyez, de faire des fonctions, de faire des boucles for, de faire des conditions. Voilà, après, ici, on va même compter, comptage par dictionnaire, on va compter les mots de 2 lettres, combien de fois il y a AC dans cette suite de lettres, combien de fois il y a AC, combien de fois il y a CC, on compte les mots de 2 lettres, combien de fois il y a CT, combien de fois il y a TA, etc. Voilà, ça peut s'appliquer à l'ADN, par exemple. Voilà, je trouve que ça ne fait pas rêver en tant que tel, mais ce sont des algorithmes qui sont importants à savoir faire pour apprendre justement à utiliser Python. Ensuite, algorithme à boucle imbriquée, donc des algorithmes où on va avoir plusieurs boucles imbriquées, c'est évidemment ce que ça veut dire. Vous voyez par exemple ici un tribule, un tri qui va faire des échanges dans des listes jusqu'à ce que la liste soit triée. Donc on voit qu'il y a à la fois un while, une boucle for et une condition if. Voilà, bon. La difficulté augmente un tout petit peu par rapport à avant. Ici, vous voyez, on va chercher le AR dans il est tard. Est-ce qu'il y a AR dans il est tard? Donc là, c'est plus la recherche d'un élément, mais de 3 à la suite. Voilà, on va rechercher s'il y a 1, 3, 5 à l'intérieur de cette liste, et on voit que c'est là. Ou on va rechercher 1, 3, 5 dans cette liste, et là, ça y est pas, donc ça va nous dire oui, ça va nous dire non. Et là, un exemple, 2 valeurs. Alors, je sais que je parle vite, mais il y a beaucoup de choses à dire. J'ai envie que ça vous intéresse. Donc, la vidéo, elle va être longue à mon avis et je veux aller au plus vite pour que vous voyez plutôt ce qu'on fait. Si vous voulez rentrer dans les détails, tous les sujets, tous les corrigés sont sur mon site. Ici, deux plus proches valeurs. Si on regarde, les 2 plus proches valeurs dans cette liste, c'est 3 et 2 qui ont 1 d'écart. Donc, ça va apprendre à partir d'une valeur, aller regarder toutes les autres et puis continuer. Voilà, et dans la liste suivante, les 2 plus proches valeurs, c'est 2 et 3. Il y a 1 d'écart entre les deux. Tous les autres, il n'y a pas 1 d'écart entre les deux. Ou alors, il pourrait éventuellement y en avoir un s'il y avait une autre solution, mais là, on ne le propose pas. Voilà, pareil, position motif. Est-ce qu'il y a su dans la phrase « je suis sûr de le suivre » Eh bien, oui, il y est. Il y est en indice 3, 8 et 18. Il y a un chat qui attend des câlins. Désolé, vous l'entendrez sûrement miauler de temps en temps. Donc, position motif, on trouve su à la 3e position, 18e, 8e et 18e position. Voilà. Donc là, c'est des algorithmes qui nécessitent, à partir d'une recherche, de faire d'autres recherches derrière. Ensuite, modules et bibliothèques. On va apprendre en particulier, parce que c'est proposé dans le programme, à ouvrir des fichiers texte et à lire dedans, à faire de la représentation graphique et du calcul statistique. Je vous ai par exemple mis à gauche un exemple aéronautique où un copain faisait son TIPE sur la modélisation d'un variomètre dans un avion qui mesure la vitesse verticale de l'avion et qui a du retard. Il a fait un modèle équivalent en RLC. Et avec un GPS et une caméra GoPro, il a été capable de mesurer des heures ici et une altitude en mètres à côté. Et l'objectif, par exemple, j'en ai fait une interrogation pour mes élèves, c'est de passer du fichier texte de gauche qu'on ouvre et qu'on traite au fichier texte de droite qui va donner le temps en secondes depuis la première heure de toutes les mesures. Donc à 13h57 et 55 minutes, c'est l'initialisation. On est à 614 mètres et ensuite à 13h58 et 2 secondes, c'est-à-dire 7 secondes plus tard. Voilà. Donc travailler sur les fichiers texte, qui sera après énormément utilisé dans les sciences d'une manière générale, puisque en général, chaque fois qu'on fait des mesures, on exporte des fichiers texte ou des fichiers CSV, des fichiers Excel, et finalement, on va pouvoir les traiter comme ça.
Et dans calcul représentation graphique, Matplotlib, donc là j'ai mis un exemple qui est cumulé à un TD de calcul statistique, où par exemple ici à partir de mesures d'une balance connectée, on va pouvoir d'abord faire du filtrage, c'est-à-dire une moyenne glissante sur différents termes, et ensuite trouver une courbe de tendance avec les formules qui sont là sur la fin de la courbe pour prévoir un temps avant d'atteindre un objectif en continuant cette tendance. Voilà. Ça devient déjà sympa, un petit peu appliqué. Ensuite, le principe des algorithmes dichotomiques. Vous savez, si vous jouez au jeu, j'ai oublié son nom, mais où il faut trouver le montant d'une voiture ou autre, on va surtout pas commencer à dire, et donc la personne peut répondre c'est plus ou c'est moins. Du coup, imaginons que je cherche 18 000. Si je dis 1000, on me dit c'est plus, je fais 2000, c'est plus, 3000, c'est plus. Vous imaginez bien, je ne vais pas gagner. Donc on va y aller, je vais dire 10 000, il va me dire plus, 20 000, il va me dire moins, je vais diviser par 2, je vais me mettre à 15 000, il va me dire plus, 17 500, plus, et c'est comme ça la dichotomie. Et l'avantage, c'est qu'au lieu de chercher en complexité, on dit linéaire, on va avoir une complexité logarithmique qui va être un petit peu plus rapide que la complexité linéaire. Donc là, j'ai juste montré le texte du TD qui permet de programmer. Donc à partir du moment où on a un peu les bases, maintenant on est capable de programmer des algorithmes comme on nous les a expliqués. Dans les applications du programme, on nous propose l'exponentiation rapide ou comment calculer a puissance n en ne faisant pas a fois 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 a, etc. n fois. Il y a un algorithme dichotomique qui permet de réduire la complexité en exploitant le fait que a puissance n s'écrit comme vous le voyez là. Je ne développe pas, vous pourrez mettre pause si vous voulez le vérifier. Et donc on va comparer la complexité de l'étoile qui est l'algorithme préprogrammé de Python, de la méthode qui consiste à multiplier le résultat par a n fois, et puis la méthode où on divise par 2 le problème à chaque fois, et où ça va évidemment beaucoup plus vite pour des grands nombres. Voilà, j'ai mis aussi un petit exemple de TD où on fait une détermination de maximum d'une fonction par un algorithme dichotomique. Au départ, on a les 3 points verts. On va regarder dans lequel des intervalles AC ou CB le maximum peut être, et après on redécoupe l'intervalle, et on va faire dans le petit intervalle AC, C, CB, et puis on continue, ça sera sur la droite, et je vais peut-être un peu vite, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails. Je vais le dire souvent, je crois, mais voilà, le but c'est bien de voir ce que vous allez faire. Chapitre 5, fonctions récursives. Donc les fonctions récursives, c'est des fonctions qui s'auto-appellent elles-mêmes. Là, j'ai par exemple montré une recherche dichotomique récursive où on voit que recherche dicorec se rappelle elle-même. Donc on va apprendre à faire de la récursivité et puis après on va l'appliquer aux exemples du programme qui sont la recherche dans une liste, l'exponentiation rapide, c'est-à-dire ce qu'on vient de voir juste avant, les figures récursives, je vous le montre juste après, et énumération de sous-listes et permutations aussi. Et je dirais que ça y est, maintenant on a presque tous les outils pour aller s'amuser à faire n'importe quoi en Python à partir du moment où on l'a compris ou alors si c'est bien expliqué. Voilà un exemple d'énumération de sous-listes et permutations, une fonction récursive qui va être capable de faire 2 choses. Si par exemple dans la liste 1, 2, 3, 4, je lui demande de m'énumérer de manière unique toutes les possibilités de chiffres, eh bien il va me dire qu'avec 3 chiffres, je vais pouvoir faire 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4 et 2, 3, 4. Ça peut s'appliquer à ce genre de digicode que vous voyez à droite où l'ordre n'a pas d'importance et finalement si vous avez des boutons qui sont sales, il est extrêmement facile de trouver le code en faisant cette petite fonction et en essayant toutes les combinaisons. Maintenant, si on veut un ordre précis, on peut faire enumT, là cette fois-ci c'est total, et on va lui demander toutes les combinaisons de 3 chiffres parmi les chiffres qui sont donnés, et du coup l'ordre a de l'importance et on va avoir toute l'énumération. Enfin, un exemple où on va lui donner des lettres et on va lui demander d'énumérer toutes les possibilités à 5 lettres par exemple, ou à 2 lettres ou à 3 lettres. Là, je vous ai montré le résultat, mais je vous explique après. Et quand on a énuméré toutes les possibilités à 2 lettres, à 3 lettres, à 4 lettres, à 5 lettres, on peut comparer chaque résultat, ça prend un peu de temps, avec un dictionnaire, c'est-à-dire un fichier texte dans lequel on a mis tous les mots de la langue française ou un grand nombre. Et on va aller chercher tous les mots possibles. Et là, vous voyez par exemple qu'avec B, enfin moi j'avais fait exprès de mettre bravo, mais on va pouvoir créer or, va, var, bar et bravo avec les 5 lettres qui sont à gauche. Voilà, une petite application concrète. Et maintenant, plus le temps va passer, plus on va faire des vraies applications concrètes. Ensuite, ça c'est super chouette, du coup j'en propose plein d'exercices, les élèves n'ont pas le temps de tous les faire, mais ça s'appelle, c'est la partie figure récursive, où ici par exemple on crée, je cherche la souris qui a disparu, ça va revenir, attendez, allez, c'est bon. Ici, à n égale 1, on fait une barre. Quand on est à n égale 2, on rajoute 4 barres
Et à chaque barre, en fait, on en rajoute 4 dans 4 directions. À n égale 2, vous voyez, on en rajoute 4. À n égale 3, on en rajoute encore 4. Et puis bon, après, j'ai fait une fractale. Enfin, ça s'appelle pas une fractale, mais bon. J'ai fait une figure dans laquelle on met un grand N et on obtient un joli arbre, comme ça. Ça, c'est le triangle de Sierpinski. Ici, c'est comment, quand on demande 10 cercles, par exemple, il va faire un noir, un blanc, un noir, un blanc, un noir. Et là, j'ai demandé un très, très, très grand nombre de cercles. Là, c'est des petites figures qui doivent mémoriser d'où elles viennent, qui créent des ronds dans des directions. Ici, c'est tout simple, c'est un carré qu'on fait bouger en déplaçant un tout petit peu ses coins sur le bord à chaque fois du carré précédent. Et là, c'est évidemment avec un n très 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 grand. Et là, c'est le flocon de Foncor qui a la particularité assez chouette d'avoir une surface constante et une aire qui tend vers l'infini. Voilà. Ensuite, les algorithmes gloutons. Le principe, c'est de se dire comment est-ce que je vais rendre la monnaie, par exemple, en donnant le moins de pièces possible. Donc la problématique globale, c'est donner le moins de pièces possible et on essaye d'appliquer une théorie du j'applique une problématique locale en espérant que globalement ça marche. Autrement dit, si quand je dois rendre un montant, je prends toujours la plus grande pièce possible, est-ce qu'à la fin, j'aurai rendu la monnaie avec le moins de pièces. Et le fait est que dans notre système monétaire 1, 2, 5, 10, 20, 50, 1, 2, 0, oui, il est possible de répondre au problème en faisant cette approche locale qui va donner à la fin le bon résultat, c'est-à-dire de tout le temps donner le plus grand élément. Et j'imagine que pour certains, vous trouvez ça tout à fait logique et c'est normal, mais en réalité, on montre après aux élèves que dans certains systèmes monétaires, par exemple avec des pièces de 3 au minimum, puis 5, eh ben, on va devoir utiliser finalement en choisissant tout le temps le plus grand montant à rendre, on va à la fin donner plus de pièces que plus de pièces que ce qu'on aurait pu faire par une autre méthode. Voilà. Donc ça, c'est une application. Et puis après, vous voyez, donc on fait une première fonction qui choisit toujours la chose à rendre. Par exemple, pour 102,03 €, on rendra 100 €. Pour 750, on rendra 500. Pour 7 centimes, on en rendra 5. Et puis après, on continue. Il en reste 2 et avec le reste, on fait pareil. Et après, avec un petit dictionnaire, puisqu'on a appris à les utiliser, on peut faire sur 999,99 le total de tout ce qu'il faut rendre. Un billet de 500, 2 billets de 200, un billet de 50, etc. Deuxième exemple traité dans le programme, c'est l'allocation de ressources. Et par exemple, ici, c'est des salles. Imaginons que vous ayez 30 jours et une vingtaine de réservations d'une salle ou d'un vidéoprojecteur ou ce que vous voulez. C'est comment essayer de satisfaire le plus de monde possible. Attention, ce n'est pas forcément compatible avec comment remplir la salle le plus longtemps possible. Donc, avec cet objectif-là, on fait un tri de toutes les réservations par leur date de fin et ensuite, on va aller choisir toutes celles qui sont compatibles. C'est-à-dire que la première choisie va être celle qui commence à 3 jours, elle va aller jusqu'à 5, puis après, on va prendre celle qui va de 5 à 6, puis après, on va prendre celle de 6 à 7, puis après, on voit qu'il y a un jour libre. Ouais, si on avait pris celle-là en se débrouillant autrement, le jour aurait pas été vide, mais c'est pas grave. On va prendre 8 à 9 et finalement, à la fin, voilà, on voit le résultat du problème. Ensuite, le chapitre 7 sur les images. Je vais vous montrer un peu tous les exemples qu'on peut traiter. Mais on fait d'abord ces 3 premiers TD avec les élèves parce que c'est ceux qui sont obligatoires, enfin en tout cas proposés dans le programme. Donc des principes de base, je fais un TD pour prendre en main les images. Après, on fait de la détection de contours et convolutions et des transformations. Tout le reste, c'est du plaisir, on va dire. Et donc, une image, ça se représente par des pixels. Un pixel, c'est une case dans laquelle il y a 3 valeurs, RGB, ici pour les images qu'on traite en BMP ou éventuellement en PNG. Et après, déjà, on va apprendre en cours à les passer en nuances de gris, puis en noir et blanc, avec des petits calculs sur les valeurs de RGB et avec un seuil. Ensuite, la première application que je leur fais faire, c'est de partir d'une image avec un présentateur météo, une image de fond, et le but, ça va être de fusionner. Pour l'instant, vous avez une vidéo de ce TD qui est en ligne. Vous pouvez aller la voir si vous le souhaitez sur mon site. Après, on va faire de la transformation par détection de contours. Ici, vous voyez par exemple une photo que j'ai trouvée sur Internet sur laquelle on vient détecter des contours. Et ensuite, on va appliquer ce qu'on appelle la convolution. Parce que là, on peut détecter les contours par convolution, mais on le fait par une logique locale. Essayez de comprendre quand est-ce qu'il y a un contour. Ça veut dire que sur plein de pixels, il y a une grosse différence entre l'un et les autres. Et après, on applique des matrices de convolution qui font le travail toutes seules et qui sont capables de faire un peu tout ce que vous voyez là. Pour l'anecdote, cette photo, c'est parce qu'elle était sur Wikipédia pour présenter les convolutions que je l'ai reprise. Et donc, on va pouvoir faire du floutage, du repoussage pour voir les contrastes, etc. Après, on apprend à faire les transformations, la rotation, l'agrandissement et la réduction. Voilà, là j'ai traité le programme en général. Après ça, hop, on passe à autre chose. Ça prend pas mal de temps, ça demande du travail.
Maintenant, plein d'autres exemples. Ici, un missile guidé. Enfin, c'est un contexte, pour donner aux élèves. Dans la vraie vie, c'est pas forcément comme ça que ça marche. Mais là, on voit une image infrarouge d'un avion. On la traite en noir et blanc pour trouver l'avion, et après, on fait le centre de gravité des pixels par un petit calcul tout simple, et on ajoute un point rouge pour dire voilà, on a trouvé l'avion, il est là. Là, c'est à gauche un tour de magie. Ça permet de manipuler un peu les matplotlib, les subplots sur des images. Et puis en plus, je l'applique en faisant un tour de magie où, après avoir choisi, l'utilisateur choisit une des cartes visuellement et à 3 tours de suite, après une distribution particulière, il dit dans laquelle des 3 colonnes la carte elle est. Et à la fin, ça énonce abracadabra et ça donne la carte que l'utilisateur avait choisie. Ici, on crée des fractales, des magnifiques fractales sur lesquels... Alors non, pardon, cet exemple-là, c'est des fractales que j'ai faites, dont on parle après. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans l'image de gauche ici et dans l'image ici, en fait, j'ai caché l'image de droite, intégralement cachée. C'est-à-dire qu'en gros, les bits, c'est des nombres représentés, enfin les octets... Pardon, les pixels, c'est des RGB qui sont tous représentés sur 8 bits. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que sur l'image de gauche du haut, sur ces 4 bits de droite qui ne sont pas très importants, j'ai caché les 4 bits de gauche de l'image cachée. Sur la deuxième image, sur ces 4 bits de droite, j'ai caché les bits de droite de l'image cachée. Du coup, quand on prend tous les bits de gauche et tous les bits de... Alors, je reprends. Tous les bits de droite de l'image du haut, tous les bits de droite de l'image du bas, qu'il y en a qu'on met à gauche et d'autres à droite, on recrée intégralement et de qualité l'image à droite. On arrive quand même à distinguer, tiens, un petit truc caché, parce que si vous regardez bien, ici, on voit une forme, qui est la forme qui est là. Et là, on la voit un tout petit peu aussi, mais sur d'autres applications, on voit franchement rien, et c'est marrant d'aller cacher des choses dans des images comme ça. Ensuite, là, c'est des vraies belles fractales qu'on fait avec des résolutions. À droite, c'est la fractale de Newton, donc une méthode de Newton, mais qu'on voit en deuxième année. Du coup, c'est pas forcément pour les élèves en première année, même si elle est expliquée, du coup programmable. Et à gauche, fractale de Mandelbrot et ensemble de Julia, c'est sur de la récursivité, de la convergence d'études d'une suite. Et là, vous avez des images que j'ai mises à disposition sur mon site qui font 1 giga, plus d'1 giga 8 à peu près de taille, et sur lesquelles, quand vous zoomez, par exemple celle-ci, j'ai zoomé sur cette partie-là, et après cette petite chose-là, c'est zoomé ici, et on navigue dans une image, c'est fantastique. Là, c'est pareil, on zoome, et ça, là, c'est une petite partie qui est par ici. Et là, c'est pareil, j'ai zoomé sur cette zone-là, puis sur la zone du haut. Et c'est magnifique. Mais donc à chaque pixel de l'image, on va faire un calcul et on lui met un résultat. Du coup, moi, pour avoir ces images, ça m'a pris quand même plus d'une journée à chaque calcul parce que je voulais vraiment avoir une grande qualité. Une journée de calcul. Voilà, après on a des petites applications, par exemple le photomaton qui, à partir d'une photo de qualité, veut reproduire une photo de qualité imprimée en grand. C'est-à-dire qu'en gros, on prend cette photo, on la met là, on la met là, on la met là, avec la même qualité, le même nombre de pixels, et la photo finale, elle a un nombre de pixels qui va être ici multiplié par 3 x 4, 12. Après, une petite application avant-après avec un curseur où on peut voir comme ça ce qu'il y avait derrière. Du coup, si vous avez 2 photos de quelque chose avant et après, on peut voir le avant et après, c'est marrant. En plus, les applications sur iOS, par exemple, elles sont payantes pour faire ça. Du coup, on se le fait nous-mêmes gratuitement. Un petit TD pour étudier un peu les pixels, c'est-à-dire que comme chaque pixel, c'est 3 valeurs RGB, on trace en abscisse, en ordonnée, et puis suivant la 3e direction, un pixel, finalement, on le représente dans le plan en 3D. Et ce qui est assez original, que j'ai pu remarquer sur des photos en faisant ces TDA, c'est qu'on a une certaine linéarité entre les pixels. Ils sont à peu près sur un plan, et je l'utilise, vous verrez, en 2e année en IA. Mais là, en gros, tous les pixels, ils sont à peu près sur un plan. C'est assez étonnant. Et puis là, pour une image d'automne, vous voyez, c'est pareil. Finalement, tous les pixels noirs, c'est du RGB égale 0. Tous les pixels bleu-blanc, là-haut, c'est du RGB égale 255. Et puis, on voit la répartition un peu des pixels sur les images. Voilà, je me suis amusé à faire un TD différence où on va chercher la piscine. Désolé pour celui qui habite là parce que je l'ai rajouté moi-même, mais c'est pas une vraie piscine. Mais en gros, on a 2 images prises à des temps différents. Le défaut de ce TD, c'est qu'il faut quand même que les images soient parfaitement au même endroit, mais à partir de là, on fait une petite différence entre les images et on est capable d'identifier automatiquement où est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est plus clair sur l'image de droite où on demande les 7 différences et où l'algorithme en rouge y met les différences qu'il a trouvées lui-même, par exemple l'œil ici. Ensuite, là, c'est assez sympa, je crée un masque, c'est-à-dire une image aléatoire.
et à partir d'une autre image, je transforme ces pixels. Et du coup, en fait, si vous avez l'une de ces deux images, vous n'êtes pas capable de retrouver l'information qui est dedans. Mais si vous faites la somme de ces deux images, voilà exactement le résultat que vous obtenez à droite. C'est-à-dire que ce code est caché dans la somme de ces deux images. Voilà, j'appelle ça agent secret. Ensuite, miroir, si jamais j'avais utilisé TD quand j'ai fait ma fractale, je pouvais gagner, si je fais ma fractale, elle met 2 jours à calculer, comme je vois qu'elle est symétrique, j'aurais pu n'en faire que la moitié. Donc gagner 1 jour de calcul et après avec ce petit TD en quelques secondes faire le duplicata avec la symétrie. Donc le TD il a pour but de recréer en symétrique en dessous l'image complète. Détection de zone émotive, c'est un algorithme qui est franchement très utile et que j'utilise dans pas mal d'endroits. Autrement dit, à partir d'une méthode qui vise à, vous voyez sur cette image, il y a plusieurs zones, il y a la bleu clair, la bleu foncé, etc. On va la passer en noir et blanc et puis après on va faire une étude avec un parcours des pixels blancs et noirs, enfin un parcours des pixels. On va être capable de faire une étude et de mettre un numéro à chaque zone. Par exemple, ici ça va être la zone 1, ici la zone 3, ici la zone 2, 4, etc. Et à partir du moment où on a des détections de zones, on peut faire ce qu'on veut. Par exemple, dans l'application ici, on va essayer de détecter les zones qui sont des points noirs que je pourrais mettre d'une autre couleur. Et on voit qu'on les trouve automatiquement. Il y a 5 zones puisqu'il y a les 4 ronds plus le fond. À droite, c'est la détection de motifs. Ça veut dire qu'on va d'abord être capable de détecter toutes les zones. Chaque couleur dans cette image représente un numéro. Et après, on va aller prendre chacune des zones avec ce qu'il y a dedans. Parce que quand on prend le rond extérieur, c'est une zone, mais en fait, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Et du coup, on va être capable de récupérer tout un motif et on va pouvoir faire un calcul de distance euclidienne à un motif de base qu'on connaît et trouver les zones les plus proches et du coup identifier automatiquement les 4 zones. Évidemment, dans un contexte après de recadrage. J'en parlerai tout à l'heure. Ensuite, justement, donc recadrage, je fais 2 types de recadrage. Un recadrage bilinéaire qui est assez facile à coder mais qui a l'inconvénient d'écraser un peu les images. Par exemple, ici, si vous voyez cette route avec une perspective, le recadrage bilinéaire qui consiste à lui donner les 4 coins et à les redresser, il va finalement écraser la ligne pointillée en respectant ce qu'on voyait à gauche. Et pareil. Donc après avoir fait ce TD là, on va faire un recadrage projectif et là pour le coup il n'y a plus ce problème là et c'est limite bluffant, incroyable, mais l'image de gauche c'est l'image qui m'a permis grâce à ce TD de recréer cette image là comme si on était au-dessus de la piste et cette image là comme si on était vertical en satellite. L'image de base c'est celle-là, on lui précise les 4 points sur lesquels on veut faire un recadrage, la dimension de l'image finale et hop il fait ça tout seul. Voilà, ça c'est extrait d'un sujet de concours. Comment à partir d'un texte que vous voyez ici. Bon, le texte, je l'ai changé, il est personnel, c'est pas un extrait de concours, vous pourrez mettre pause et le lire. Mais à partir de cette image, comment en extraire automatiquement tous les caractères, le I, le L, le E, le T, etc. Et donc le principe, ça va être d'abord d'appliquer un algorithme de rotation sur l'image et de chercher horizontalement le nombre de pixels blancs par ligne. Et si vous comprenez bien, vous verrez qu'au moment où on sera bien recalé, c'est-à-dire l'image droite, il y aura un maximum de lignes blanches. Pour l'instant, il n'y a aucune ligne ou presque qui a des lignes toutes blanches et quand il est recalé, eh bien c'est ce qu'on trace ici en fonction de l'angle de rotation qu'on va essayer par méthode de dichotomie sur le maximum qu'on a vu tout à l'heure. On va essayer d'aller chercher le maximum du nombre de lignes blanches. Et quand on l'a, on va étudier le nombre de pixels noirs par ligne. Ça va représenter quelque chose comme ça. Du coup, on voit que quand c'est 0, c'est que c'est des pixels blancs. Et on va pouvoir découper notre image par ces lignes de pixels blancs et donc obtenir nos lignes de pixels noirs. On réapplique la même méthode verticalement et on extrait toutes les lettres et après, avec de l'IA en deuxième année, on peut aller identifier les lettres pour identifier ce qu'il y a dans le texte. Après, un petit TD sur la génération automatique d'un trombi à partir de photos, sachant qu'on peut changer leur organisation comme vous le voyez là, soit en ligne, soit avec du 5 par 4, 5 par 5 ou du 4 par 2, 4, 6, 7. Voilà. Coloriage, c'est un algorithme qui se base sur la détection de zones qu'on a vu tout à l'heure. Chaque pixel, il va étudier toute la zone dans laquelle tout est blanc et on va lui appliquer une couleur. Et donc après, on va lui dire, tiens, à partir de ce pixel-là, mets du rouge, à partir de ce pixel-là, mets du vert. C'est exactement ce que fait Paint quand vous mettez l'outil de pot de peinture et hop, il peint toute la zone et donc après, on obtient ça automatiquement.
Le tramage, c'est assez fantastique quand on veut une image binarisée, c'est-à-dire avec que des 0 ou des 1, des 0 ou de 255, c'est pareil. Eh bien, la méthode classique, c'est de dire je prends mon image, je la passe en noir et en nuance de gris, ce que vous voyez là, et puis après avec un seuil, je vais dire si les valeurs sont au-dessus d'une certaine valeur, c'est noir, sinon blanc. Ça donne ce résultat-là. Eh bien, il y a une technique qui s'appelle le tramage et qui est tout aussi coûteuse en programmation, mais qui va permettre d'obtenir l'image qu'elle a. Et c'est assez incroyable, mais oui, cette image n'est composée que de pixels soit tout blanc, soit tout noir. Quand on zoome, on le voit bien. Et alors, le grand intérêt derrière, c'est qu'on n'a plus qu'à stocker des 1 et des 0, plutôt que stocker pour chaque case 3 valeurs de 8 octets, de 1 octet chacune, c'est-à-dire de 3 octets. Un pixel, c'est 3 octets. Alors que là, un pixel, ça sera 2 valeurs, ça se code sur 1 bit et pas 3 octets et pas 24 bits. Voilà. Après, un petit TD pour aller stocker une image sous forme d'une liste dans un fichier texte. Par exemple, cette image-là, je l'ai stockée en précisant à l'avance qu'il y avait 100 lignes sans colonne. Et hop, il y a 100 fois 100, 10 000 lignes et on est capable de recréer l'image ou de la stocker par des nombres. Le filtre médian, ça c'est une image c'est une vraie photo que j'ai prise, sauf que je l'ai bruitée volontairement à gauche. C'était une aurore boréale il y a quelques années vers Bonneville. Et j'ai rajouté un gros bruit aléatoire. Et le principe du filtre médian, ça va être pour des petits blocs de pixels, de classer les pixels par ordre croissant de leur valeur, de regarder la médiane et de faire un découpage du résultat par rapport à cette médiane et d'obtenir une image qui finalement filtrée enlève le bruit. Couleur inversée, c'est assez marrant comme application. Je coupe le son. Hop. Si sur cette image, vous mettez pause et vous fixez longtemps, j'ai pas le temps, rappelle plus tard s'il te plaît. À plus. Non, c'est bon, voilà. Du coup, j'imagine que pendant que je parlais, vous avez fixé longuement le point rouge. Eh bien, au moment où vous regardez l'image de droite qui est en nuance de gris, vous voyez réapparaître les couleurs de l'image originale. C'est assez marrant à faire, et puis après, les élèves peuvent même aller générer eux-mêmes leurs petites images. Voilà, après, on passe sur des applications. J'ai fait 4 DS assez costauds. Le premier, par exemple, c'est comment passer de l'image qui est ici d'un test QCM du BIA d'il y a quelques années, quand c'était encore fait à la main, à un test automatiquement corrigé redressé. L'idée, c'est que l'algorithme de détection de contour va être capable d'identifier les 4 zones sur les côtés, puis de faire un recadrage ici, comme ça sera scanné par un... ça, c'est une feuille scannée, il n'y a pas besoin de faire le recadrage projectif, du bilinéaire suffit. Après, quand elle est droite, on vient lire chaque case connaissant l'endroit où il faut le lire. On regarde si elle a été cochée, et elle peut être cochée même comme vous le voyez là, très faiblement. Ensuite, on va comparer aux réponses attendues. Si c'est vert, c'est que la réponse est bonne. Si c'est rouge, c'est que la réponse n'est pas bonne. Et on génère un fichier texte dans lequel il y a les notes aux examens. Là, j'ai eu l'idée avec l'algorithme de détection de zone d'aller détecter les galaxies d'une image de Hubble dans lequel ils disent en ligne qu'il y a 10 000 galaxies, et donc on fait la procédure. On est capable d'aller extraire automatiquement toutes les galaxies de cette image, et même j'ai classé ici les 10 plus grandes, et voilà le résultat dans cette image réelle des 10 plus grandes galaxies qui sont visibles. Bon, il y a du boulot derrière, mais c'est magnifique de faire ça. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a des élèves après SDS qui étaient fatigués, qui avaient trouvé ça difficile, mais il y en a plusieurs qui m'ont remercié parce qu'ils avaient passé un bon moment à faire de l'informatique appliquée à un truc super intéressant. Après, ça, c'est comment à partir d'une image, c'est aussi un DS, il y a du boulot derrière tout ça, mais comment à partir d'une image, on peut automatiquement associer une droite au moindre carré qui passe par les pixels blancs après l'avoir passé en noir et blanc. Enfin, la détection et l'extraction de panneaux, comment automatiquement, à partir des photos qui sont en haut, c'est vraiment ce que l'algorithme fait, extraire automatiquement les panneaux ronds, les redimensionner, évidemment pour en deuxième année aller les identifier avec de l'IA. Donc il y a toute une procédure de détection de zones et d'extraction des zones qui ressemblent à un motif qui est le rond noir parce qu'elles sont mises en noir et blanc, et à partir de là on peut extraire le contenu de l'image. Et s'il y en a plusieurs, il est capable de détecter plusieurs. Voilà, j'ai fini pour les images. Maintenant, les tris. Il y a 5 tris au programme. Tri insertion, sélection, fusion, tri rapide et tri par comptage. Donc on a 2 de ces tris qui sont assez simples et non récursifs et 3 qui sont récursifs. Donc par exemple ici, quand vous voulez trier une liste, vous allez regarder le 1, il est plus petit que 2, vous le descendez. Après 6, on le laisse parce qu'il est plus grand que 2. 5, on le descend en dessous de 6. 3, on le descend en dessous de 5, etc.
tri insertion. On va descendre chaque élément à sa bonne place. Ensuite, on a le tri sélection. Hop, on va regarder dans toute la liste qui est au-dessus, lequel est le prochain à mettre. Par exemple, ici, on a trouvé un 1, c'est le plus petit, on le met en bas. On regarde le haut de la liste. On a trouvé un 2, on le laisse à sa place. On regarde le haut de la liste. On a trouvé un 2, on va le descendre. Hop. Et donc le 6 pas à sa place. Ensuite, on a trouvé un 3, etc. Après, le tri par comptage. Si vous voulez retrier cette liste, il suffit d'aller regarder combien il y a de 3, combien il y a de 2, combien il y a de 1, etc. Donc on fait une petite table dans laquelle on voit qu'on part de 0. Pardon, non, là il n'y a pas de 0, mais c'est pas grave. On va compter le nombre de 0, il n'y en a pas. Le nombre de 1, il y en a 1. Le nombre de 2, il y en a 3. Et puis après, on recrée la liste. Donc quand on les a énumérés, quand on les a comptés, on peut recréer la liste. Et puis là, on a deux tris, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On a le tri rapide et le tri fusion. Là, c'est un exemple de traitement du tri rapide avec le choix d'un pivot, par exemple la première valeur de la liste. On va faire deux sous-listes qui vont être les éléments inférieurs ou supérieurs à ce pivot. Puis après, on va retraiter récursivement les deux sous-listes autour du pivot et ainsi de suite jusqu'à la fin, c'est trié. Et le tri fusion, on va diviser la liste jusqu'à obtenir finalement des éléments seuls. Et après, deux par deux, on va les refusionner en faisant une fusion ordonnée. C'est un peu comme si deux personnes avaient un jeu de cartes dans les mains et que chacun devait mettre qu'il fallait à la fin que le jeu de cartes soit trié de la plus petite à la plus grande. On regarde tous notre jeu de cartes. Celui qui a un 1 le met, celui qui a un 1 le met. Il y a 4 1, puis celui qui a un 2 le met, celui qui a un 2 le met, etc. On fusionne de manière ordonnée. Et l'avantage de ces tris, c'est qu'ils ont des complexités plus faibles que du n carré classique pour des tris, on va dire classiques. Mais je ne veux pas rentrer dans tous ces détails tout de suite. Il faudra compter combien de fois je l'ai dit. Ensuite, 9 algorithmique, là on parle de terminaison, de correction et de complexité, donc on ne fait pas vraiment de code en soi. On va aller voir si un algorithme se finit bien. Est-ce que quand il se finit, il donne le bon résultat. Donc se finir, c'est terminaison. On va par exemple trouver ici un variant qui est le reste dans la division euclidienne de A par B. Et ce reste est un nombre qui décroît strictement tout en restant positif. À chaque itération, il décroît. Du coup, on sait que ça va se terminer. Parce qu'il est positif, du coup, il va descendre et il y a un moment où il a une limite. La complexité, on va rentrer maintenant qu'on l'a beaucoup abordé dans tous les TD précédents. Les élèves en général, à ce moment-là, ils ont compris. Et donc, on va aller synthétiser la complexité des fonctions. Et puis on va faire la preuve des algorithmes, donc c'est plutôt des maths par récurrence pour prouver que les algorithmes qui sont écrits donnent bien le résultat attendu. Ensuite, la représentation des nombres. Alors ça, c'est extrêmement important de comprendre ce qui se passe, parce que quand vous faites dans Python et dans un ordinateur, par exemple, codé en 64 bits, ce qu'on a à peu près tous maintenant, 0,3 égale 0,1 plus 0,2, c'est-à-dire que normalement, ça devrait être vrai, ce résultat, c'est faux. Parce qu'il y a des arrondis, et par exemple, le nombre 0,1 ne se code pas dans un ordinateur. Et c'est ce qui fait qu'il y a un système antimissile avec un missile Patriot qui a laissé passer le missile à cause d'erreurs de calcul du fait d'une somme de 0,1 pendant un temps assez long, une journée et demie si je ne dis pas de bêtises, pour que le système antimissile voit le missile à, je crois que c'est 1700 mètres, mais je peux dire une bêtise, c'est l'ordre de grandeur à côté de là où il était censé être, et puis, ou à 300 mètres peut-être. Et ça, voilà, il faut apprendre que les ordinateurs, quand ils manipulent des nombres, il se passe des choses assez particulières, et ça a beaucoup d'importance dans la vie réelle. D'autres exemples, c'est l'explosion d'une fusée Ariane à cause de mesures et d'overflow sur des capteurs d'accélération. Bon, il faut comprendre tout ça pour que la prochaine fusée, elle n'explose pas et que ça ne soit pas la faute d'un petit élève en prépa qui n'a pas appris ces choses extrêmement importantes. Là, on voit par exemple sur un iPhone, si vous faites 10 puissance 308, il y a un résultat. Si vous faites 10 puissance 309, il dit infini. On voit qu'il y a des nombres infinis. On ne peut pas aller à n'importe quelle hauteur. Et encore pire, regardez bien à droite. Ici, vous avez un compte en banque avec 10 puissance 30 euros. Ça fait un petit peu beaucoup. Quand même, je pense que ça n'arrivera pas. Mais vous lui rajoutez 10 puissance 10 euros, c'est-à-dire 10 milliards d'euros. Et vous retirez les 10 puissance 30 euros initiaux. L'ordinateur va dire qu'il reste 0. Là, c'est pareil, on est sur les petits nombres maintenant. Vous avez un nombre 1 plus 10 moins 16. Si vous faites 1 plus 2 fois 10 moins 16 et que vous enlevez 1 plus 2 fois 10 moins 16 moins 1, normalement, ça donne 2 fois 10 moins 16. En fait, ça donne 2,2 fois 10 moins 16. Je rentre encore pas dans les détails, mais il faut comprendre tout ce qu'il y a derrière. Voilà, donc on va parler de binaire, de représentation des nombres décimaux en binaire, à virgule,
de notation, de normes, de comment on représente les nombres finalement en virgule flottante dans un ordinateur. Et juste pour donner un exemple, le nombre moins 28, attendez que je compte bien, moins 289 456,5, qui est un nombre décimal qu'on connaît tous, enfin on sait le comprendre. Voilà comment il va être représenté dans un ordinateur en 32 bits. C'est une suite de 1 et de 0, de taille 32, et en fonction du premier... Enfin bref, voilà. On s'arrête là. On a presque fini le programme de première année. Ensuite, on parle de base des graphes. Donc, on va parler de parcours en largeur et en profondeur de graphes. En première année, souvent, on parcourt des graphes déjà existants. Par exemple, on va décrire un graphe de métro. Et puis, on va aller le parcourir, mais ça ne sert pas à grand-chose de le parcourir si on le connaît. Après, on le parcourra en faisant quelque chose. Ça sera plus intéressant, par exemple, pour trouver un plus court chemin. Puis surtout, en deuxième année, on fera des parcours de graphes qu'on ne connaît pas à l'avance parce qu'on connaît une règle entre chaque étage du graphe. Par exemple, le jeu du morpion où on connaît les règles, on a le droit de mettre un X ou un O en fonction de qui a joué avant dans une case libre, et donc on va parcourir tout le graphe du jeu comme ça. Mais en deuxième année, ça prend un petit peu plus de sens qu'en première année. En première année, on va quand même faire l'algorithme Dijkstra qui va permettre de faire le calcul de, par exemple, le chemin le plus court de F à C, qui sont des stations en ayant soit des temps, soit des distances ici. Et donc l'algorithme, il va parcourir doucement le graphe jusqu'à trouver la distance la plus courte de manière optimale. Et puis après, on fait un comparatif Dijkstra-Astar, qui sont les deux algorithmes pour trouver des chemins dans les graphes. Et là, vous voyez qu'on l'applique, les élèves le feront, hein, ça c'est assez chouette de voir le résultat, sur une image qui est un labyrinthe. On lui dit il doit partir de là, il doit arriver là, et on laisse Dijkstra et Astar trouver leur solution tout seul automatiquement. Et ils la trouvent. Et on peut comparer le fait que Astar, par exemple, soit toujours un peu aimanté par la sortie, contrairement à Dijkstra. C'est-à-dire que là, on a le même chemin au niveau longueur entre les deux, mais Astar va être avec une heuristique, une fonction qui va lui dire un peu comment il faut privilégier ses choix. Il va vouloir aller foncer vers la sortie en premier. Voilà. Ensuite, on va passer en deuxième année. Donc en deuxième année, il y a 3 chapitres. D'abord, les bases de données SQL, donc c'est le langage SQL. Autrement dit, alors il faut savoir que c'est complètement indépendant de Python, même si on peut le faire avec Python. C'est vraiment un chapitre qui peut s'aborder, même si on le faisait en début de première année, on pourrait. Mais l'idée, c'est d'être capable d'aller faire des requêtes sur les bases de données. J'ai donné un TD sur lequel je me suis inspiré de la station Avoria pour mettre 2-3 petits éléments, hein, c'est pas les vrais. Mais en gros, on a les bornes où on peut passer notre forfait pour faire du ski, les bureaux où on peut les acheter, les forfaits, les clients avec leur numéro de forfait, les domaines d'Avoria, sachant que si on a un forfait Porte du Soleil, on peut aller dans Débutance. Et Avoria, si on a un forfait Avoria, on ne peut faire que débutant. On a toute la liste des forfaits achetés, la date, l'heure, la validité, et puis tous les passages dans la station, et même le fait que le passage ait éventuellement été accepté ou refusé. C'est-à-dire qu'il va y avoir un premier traitement. C'est pas comme ça que c'est fait dans la station, hein, mais c'est un exemple. Mais au moment où on va passer son forfait, il va y avoir un premier pré-traitement pour vérifier qu'on l'a pas passé il y a moins de 2 minutes, etc. Et on va enregistrer si on a fait passer la personne ou pas. Et alors j'ai pris dans ce TD-là la requête la plus difficile pour vous montrer jusqu'où on va. On va par exemple pouvoir demander aux élèves de faire la requête qui va permettre de trouver les idées des passages ayant respecté le domaine de leur forfait. Autrement dit, on va regarder dans tous les passages qui sont là, on veut les idées des passages, c'est-à-dire la colonne là, de toutes les personnes qui ont respecté le domaine de leur forfait. Donc, pour avoir le domaine du forfait, on va regarder l'idée du forfait 2, on va dans la table forfait, 2, il avait le domaine 1, ok, et il est passé à la borne 1. La borne 1, elle est présente dans les domaines 1, 2, 3, donc il a respecté son passage. Et évidemment, je dis qu'on n'a pas le droit d'utiliser la colonne passage qui donne le résultat, parce que c'est justement le résultat après avoir passé son forfait qui sera stocké. Et pire encore, après en déduire la liste des idées des passages n'ayant pas respecté le domaine de leur forfait. Et donc ça va s'écrire sous cette forme que vous voyez en dessous, et donc c'est ça qu'il faut savoir faire. On va demander les idées passages ici dans la table passage qui ne sont pas ceux qui ont été acceptés, ceux qui étaient dans le bon domaine. Du coup, on aura ceux qui étaient dans le mauvais domaine. Il y a une jointure entre les tables. Enfin, c'est tout un travail qui, vu de tête, est compliqué et qui, avec une requête, se fait très simplement, même si là, il y a quand même un petit peu de travail pour en arriver à ce niveau-là. En gros, en 3-4 semaines de cours, c'est-à-dire 2 heures par semaine, les élèves s'en sortent pas trop mal.
Ensuite, on va faire dictionnaire et programmation dynamique. Donc d'abord, petite révision sur les dictionnaires, aller un petit peu plus dans le détail de pourquoi c'est intéressant de prendre des dictionnaires dans les parcours de graphes au niveau complexité. Et puis, je leur fais faire une petite application sur le jeu Le Compte est bon, que vous connaissez probablement, où on vous donne une liste de chiffres et un résultat attendu. Vous avez le droit de faire toutes les opérations que vous voulez pour trouver le résultat. Par exemple, si je vous donne 50, 25, 5, 3, 6 et 5, le total attendu c'est 928 et la solution trouvée par notre algorithme, elle est précisée là et elle donne 928. Donc, l'idée, ça va être de faire le parcours de l'intégralité du graphe au départ, c'est-à-dire par exemple juste avec la liste 2, 5 et 10, on peut faire tous les résultats qui sont là. Je vous suggère de mettre pause et de regarder, il y en a qui ne sont pas intuitifs et pourtant ils sont possibles. Et quand on a fait ce parcours-là, on a mémorisé tout le parcours qui a été fait, que ça soit en largeur ou en profondeur, l'algorithme appris en première année. Et on va être capable ensuite, en fonction du résultat qu'on veut, de dire quel est le parcours pour y aller. Alors soit rétroactivement, on a tout étudié, donc on les connaît tous, soit on donne la liste là, et donc pour trouver le résultat, qu'il faudra quand même avoir prévu à l'avance, c'est-à-dire savoir qu'il existe, on va pouvoir aller faire tout le parcours du graphe en disant tiens, je vais d'abord faire 50 plus 25, puis 50 plus 5, puis 50 plus 3, tout le parcours. Et puis dès qu'on trouve 928, on dit ça y est, j'ai fini et on donne la solution. Ensuite, on va passer sur de la programmation dynamique. Et là, ça devient un petit peu plus costaud. L'idée, c'est de traiter des problèmes de manière optimisée. Je vais vous montrer quelques exemples. Et pour ça, on a Alors, c'est souvent des problèmes, voire tout le temps des problèmes qui ont une complexité exponentielle, horriblement impossible à calculer sur nos ordinateurs. En général, c'est du 2 puissance n. C'est gigantesque, c'est-à-dire que si vous mettez 2 puissance 100, si vous donnez une liste de 100 valeurs et que vous voulez faire tourner votre algorithme dessus, pour faire les calculs sur 2 puissance 100, il va falloir plusieurs millénaires à l'ordinateur pour faire le calcul, même un très bon ordinateur. Alors qu'il y a des algorithmes optimisés qui ont été réfléchis et qui permettent de réduire cette complexité et de faire le calcul en moins d'une seconde. Voilà. Donc on aborde ça, à chaque fois tous les problèmes se présentent un peu de la même manière. On a une liste, on veut faire quelque chose avec. On va trouver une petite phrase qui est noire ici qui va être un sous-problème à traiter. On va le traduire sous la forme d'une équation de Bellman et donc d'une table à remplir. Et il va y avoir un parcours de la table et la création de cette table pour remonter à la solution, avec pour programmer cet algorithme que vous voyez là, deux méthodes. Une méthode ascendante qui consiste à faire tout le tableau de bas en haut en connaissant toujours les exemples d'avant pour faire les exemples d'après, qui remplit le tableau quoi. Et puis une version de haut en bas qui va être récursive souvent, voire tout le temps, et qui va des valeurs qu'elle cherche à la fin, appeler des sous-valeurs d'en dessous. Et là, elle devient vite... Et là, il va falloir qu'il y ait une programmation intelligente pour que chaque fois qu'une valeur a déjà été trouvée, on ne la recalcule pas, sinon la complexité redevient exponentielle. Donc on va être capable de faire de la récursivité avec ce qu'on appelle de la mémoisation, donc de la mémoire de ce qu'on a déjà vu. Et le petit avantage que va proposer cette méthode descendante, c'est que pour le coup, connaissant la case finale qu'on cherche, on ne va pas être obligé de faire toute la table, alors que par la méthode ascendante, en général, on va faire toute la table. Alors l'application maintenant, imaginez que vous avez des passagers à mettre dans un avion et que vous voulez trouver si une solution permet de séparer les passagers en deux familles, indépendamment du nombre de personnes, mais en deux familles de même poids. Et donc sur la liste des 10 passagers que je vous donne là, l'algorithme est capable de dire qu'il va sur 690 kg en mettre 345 d'un côté. Est-ce qu'il a trouvé la solution parfaite? Oui, ça veut dire qu'il va en mettre 345 de l'autre. Et voilà la répartition automatique qu'il a faite. Et donc ça, c'est ce qui est présenté sous vos yeux. C'est toute l'algorithmique qui va avec. Bon. Maintenant, des exemples qu'on traite parce qu'ils sont proposés dans le programme, ordonnancement de tâches pondérées. Donc c'est vraiment tout le temps la même structure, une phrase noire, on la traduit, algorithme ascendant, descendant, et on trouve la solution optimale. Ici par exemple, vous avez un sac à dos, vous pouvez y mettre 20 kg, ici les poids sont en grammes, mais vous voulez partir avec la plus grande valeur dans votre sac à dos avec 20 kg. Et donc l'algorithme va être capable de trouver la meilleure solution de ce qu'il faut emporter pour tenir avec 20 kg. Dans le sac, ça pourrait être en volume aussi, et d'avoir la plus grande valeur. La plus longue sous-suite commune, je vous montre un exemple, ça parlera 1000 fois mieux. Dans les mots niche et chien, la sous-suite, on se permet d'avoir des sauts. Ça va être CHE, C,
H, E. Il y a un I en plus, mais la sous-suite commune. On imagine bien que dans des mutations génétiques où il va y avoir un écartement de la chaîne ATCG et rajoute quelque chose, et bien pouvoir comparer deux chaînes qui ont eu des ajouts toutes les deux, mais en montrant qu'au départ elles ont une énorme, plus longue sous-suite commune, ben, ça permet de voir qu'elles sont de la même origine avant les mutations. Voilà. La distance de Levenshtein, c'est la distance entre deux mots. Alors distance, ça veut dire combien d'opérations il faut faire, que ce soit une modification, une suppression ou un ajout d'un mot pour aller d'un mot à l'autre. Par exemple, pour aller de niche à chien, il y a 4 modifications à faire. S'il y a plusieurs solutions, mais en voici une. Niche, on enlève le N, puis on enlève le I, puis on rajoute le E à la fin, puis on rajoute le N. Distance entre niche et chien, distance de Levenshtein, 4. Et gros intérêt en application, par exemple, que je fais faire à la fin du TD avec un petit dictionnaire, qui est le même que celui dont je parlais tout à l'heure, c'est que si vous demandez les plus proches entre le dictionnaire et hydraulique, en faisant la distance de Levenshtein entre hydraulique et tous les mots du dictionnaire, les plus proches, ceux qui auraient une distance de 0, il dit qu'il n'y en a pas. Ceux qui ont une distance de 1, il dit qu'il n'y en a pas. Ceux qui ont une distance de 2, il a trouvé hydraulique AU. Donc vous imaginez bien la transformation de O en A et ensuite l'ajout de U, par exemple. Et si je lui demande une distance de Levenshtein de 3, il trouve hydraulique et symbolique. Et du coup, quand vous cliquez droit sur un mot pour le corriger, vous imaginez bien que c'est des algorithmes comme celui-là qui sont utilisés. Ensuite, le dernier exemple proposé dans le programme, c'est la distance de Floyd-Warshall. Et l'idée, ça va être de faire un peu mieux que Dijkstra, l'algorithme de première année qui trouvait la plus courte distance de F à C, parce qu'en fait cet algorithme va être capable de manière optimisée de préparer à l'avance toutes les plus courtes distances de tous les points du graphe à tous les autres. Voilà, donc c'est plus performant. Et par exemple ici, la plus courte distance de F à C, le chemin est là, il va falloir faire FGAH IMC, FGAH IMC, et quand on fait la somme, on trouve 9. Enfin, et ça c'est pas proposé dans le programme, mais c'est un exercice que j'ai croisé, que j'ai bien aimé, sous-séquence de plus grande somme, c'est comment dans un paquet de valeurs, on peut trouver la sous-séquence qui a la plus grande somme, c'est-à-dire prendre un paquet qui suit et voir sa somme. On en prend 2, 3, 4, bon, il y a toutes les possibilités, on pourrait prendre que -1, -1 et 7, -1 et 7 et 2, 7 et 2, il y a plein de choses à explorer. Et donc avec l'algorithme de programmation dynamique, on a une complexité linéaire et on va être capable de trouver que la plus grande séquence ici de nombres à la suite qui donne la somme la plus grande, ça va être entre les indices 1 et 7, c'est-à-dire du nombre 7 qui est à l'indice 1 jusqu'à l'indice 7, donc de 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 7 à 6, 7 plus 2, moins 2, plus 2, plus 3, moins 5, plus 6, ça va donner 13, on ne peut pas trouver mieux. Voilà. J'en ai fini de la programmation dynamique. Maintenant, on va faire le troisième chapitre d'informatique du tronc commun deuxième année, qui est l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, c'est 3 thèmes, mais en fait, finalement 2. Il y en a un premier, c'est les algorithmes KNN et K-moyenne, et un second qui va être les jeux, les algorithmes liés aux jeux. Là, c'est KNN, donc c'est aussi le programme d'informatique. Je vous rappelle qu'il est aussi dans le programme de sciences de l'ingénieur et on ne le fera pas en SI de mon côté, dans mon lycée, puisqu'on le fait en informatique. Le principe KNN, c'est K Nearest Neighbor, c'est-à-dire les K plus proches voisins, et on le fait en application de panneaux de signalisation. Alors, si je peux déjà regarder un exemple tout bête de KNN 2D, imaginez qu'on ait des familles de points ici qui sont en couleur. Donc, j'ai généré aléatoirement des familles. Quand je prends un nouveau point ici, regardez ma souris. Si je prends un nouveau point ici, on se doute tous qu'il va appartenir à la famille qui est à côté. Si je prends un point ici, on va dire qu'il est bleu. S'il est au milieu, il va falloir essayer d'aller voir, pas le plus proche, mais par exemple les 5 plus proches. Et si parmi les 5 plus proches, il y en a 3 bleus et 2, je sais pas trop, noirs, on va dire c'est un bleu. K Nearest Neighbor, c'est ça. On va aller voir les 5 plus proches voisins et on va choisir parmi ces 5 plus proches voisins lequel est le meilleur. Ici, exemple 3, 3, 1, 2, 3. On a trouvé des familles de panneaux qui sont associés à un panneau qu'on recherche et on voit que 3 fois le 3 apparaît, du coup on va dire qu'il est de la famille 3. Et comme ça, on va être capable d'apprendre à notre algorithme, ici je leur donne une base de 8 panneaux avec 5 images par panneau, qui sont différentes, tirées d'internet pour qu'elles soient toutes différentes. Donc l'algorithme va apprendre 40 panneaux et ensuite on va lui donner tous ces panneaux un par un. Il va aller chercher les 5 plus proches au sens de la norme euclidienne qui est écrite à droite, Pythagore en 2D ou en 3D, mais étendue à la dimension n, puisque nos images
elles ont ici 50 pixels par 50 pixels, ça veut dire 2500 pixels. Et donc, comme elles ont des triplets RGB, j'ai dit une bêtise, c'est 100 par 100 que j'ai fait. Donc, elles ont 10 000 pixels. Chaque pixel, c'est 3 valeurs. Donc, finalement, une image, c'est 30 000 valeurs. Et on va faire le calcul de la distance euclidienne de ces 30 000 valeurs de chaque image avec les 30 000 valeurs de chacune des 40 images de la base. Et on va choisir les 5 premières. Et parmi ces 5 premières, on va identifier quel est le bon panneau. Et cet algorithme fonctionne à 100% sur cet exemple-là. Ensuite, l'application de K-moyenne. Alors, ça, c'est l'algorithme de base et j'ai trouvé des petites applications sympas qui sont liées au TD que j'ai fait en première année. Donc d'abord, je vous montre l'algorithme de base. Le principe, c'est on part de points qui sont 5 familles, on l'a tous vu avec nos yeux, mais l'algorithme ne le sait pas, l'ordinateur ne le sait pas. Il va tirer aléatoirement 5 points parce qu'on lui dit qu'il y a 5 familles, et vous les voyez en rouge, il y en a 2 ici, 2 ici, 2 ici. À partir de là, il va par distance euclidienne chercher tous les plus proches de chacun de ces 5 points et faire 5 familles. On va le voir en couleur, c'est parti. Il nous a fait 5 familles. À partir de ces 5 familles, il va recalculer les nouveaux centres de gravité des familles qu'il a trouvées. Hop! À partir de là, il va recatégoriser tous les points pour trouver à quelle famille ils appartiennent. Je n'ai pas fait exprès de le remettre en arrière. Il recatégorise, donc nouveau point, nouvelle catégorisation, nouveau centre de gravité, nouvelle catégorisation, et c'est fini, il a automatiquement trouvé ces 5 familles. Et donc après, je propose 2 applications dans mon TD. L'une qui consiste, si vous vous souvenez, j'avais un DS de détection de lignes pour trouver une ligne, mais quand il y en a 3, comme ça, des lignes blanches, parce qu'en passage noir et blanc, on trouve 3 lignes blanches. Cet algorithme, si on lui dit qu'il doit faire 3 familles, il va être capable de catégoriser chacune des 3 familles. Et à partir de là, on va pouvoir faire la reconnaissance des lignes indépendamment les unes des autres, et donc de trouver les équations des droites qui passent par ces lignes. Autre application assez sympa, vous vous souvenez que dans le TD Les Pixels, on a étudié les pixels de cette image d'avion. Et l'idée, c'est de dire à l'algorithme, tiens, là-dedans, tu n'as que 5 catégories de pixels. Du coup, il tire aléatoirement. Et puis, petit à petit, il va converger vers une solution où il a catégorisé 5 familles, ici, de pixels. Et je vais, dans l'image nouvelle, dire à chacun des pixels de chaque famille de prendre la couleur du centre de gravité. C'est-à-dire la couleur qui est représentée par les valeurs RGB de chacun des 5 points rouges. Et finalement, vous voyez ici à droite une image qui n'a que 5 couleurs, alors que l'image à gauche a autant de couleurs que de pixels, je ne sais plus combien j'en ai mis. Voilà, histoire d'avoir un petit peu l'algorithme, mais aussi un peu d'agréable à faire avec la programmation de cet algorithme. Enfin, l'intelligence artificielle et les jeux, donc c'est la toute fin d'année de deuxième année en informatique du tronc commun. Et on va donc étudier les jeux. Alors moi j'utilise un premier jeu qui est le jeu de Babylone que j'ai pris comme inspiration dans un livre d'informatique à destination des élèves de prépa, sauf que je suis allé beaucoup plus loin que ce qui était proposé parce qu'on s'arrêtait à une petite étude au début. Et ça permet finalement de faire un TD court où on comprend un peu comment ça marche. Par exemple, dans le jeu de Babylone, on va avoir dans le vrai jeu qui est vendu 3 palettes de chaque couleur. Donc on a 12 palets et le but ça va être de les empiler. Celui qui ne peut plus rien faire à la fin a perdu. On pourrait choisir qu'il ait gagné, mais voilà. Et d'ailleurs quand je vous le dis là j'ai un doute, mais il me semble que c'est qu'il a perdu. Et l'idée c'est qu'on a le droit d'empiler les palets qui au départ sont les 12 sur le plateau, que s'ils ont la même couleur au-dessus. Pour l'instant au début ils ont tous une couleur, enfin il y en a qui sont de même couleur, mais c'est pas des piles, mais en gros il faut prendre le palet d'au-dessus, regardez sa couleur, on a le droit d'empiler 2 piles qui ont la même couleur au-dessus ou alors de même taille. Donc le principe de l'étude des jeux, ça va être à partir d'une solution de début et de la connaissance des règles du jeu, de parcourir tout le graphe. Là j'ai représenté le graphe avec des images. Donc par exemple ici, on va pouvoir mettre 2 rouges l'un sur l'autre, ou là à droite, 2 noirs l'un sur l'autre. Ou les 2 solutions ici, c'est avoir mis un rouge sur un noir ou un noir sur un rouge, et ainsi de suite. Après, on représente ça sous la forme d'un graphe. On va pouvoir voir un graphe biparti avec l'alternance des joueurs, et puis on va mettre en place des algorithmes qui vont permettre d'étudier, connaissant les solutions à la fin du jeu, c'est-à-dire ici c'est le joueur violet qui gagne, ici c'est le joueur vert qui gagne, et quand le violet joue, il est en haut. Quand le vert joue, il est en bas. Donc il y a des couleurs qui sont tout à fait normales. Ce n'est pas la couleur du joueur, mais je vous explique après. Et donc le joueur 1 va jouer. Il va choisir d'aller sur l'une de ces solutions-là.
S'il choisit d'aller sur une solution violette, on aura déjà étudié les choses pour dire que sur cette solution violette, il est sûr de gagner quoi qu'il arrive. Autrement dit, c'est-à-dire que son adversaire va forcément devoir le mettre sur une place violette, qui veut dire qu'il est sûr de gagner. Et effectivement, l'adversaire n'a qu'une possibilité d'aller sur cette case-là. Et quand le joueur 1 joue, il peut aller soit sur celle-là, soit sur celle-là. Et donc, il aura gagné, parce que c'est la définition des positions gagnantes à la fin du jeu. Par contre, si le joueur 1 il va sur une position verte, cette fois-ci, si les deux joueurs connaissent bien leur graphe entièrement, eh bien c'est le vert qui est sûr de gagner, parce qu'il va jouer, il va pouvoir aller, alors il va surtout pas aller là, parce que sinon il va redonner la main à l'adversaire, mais si vous regardez bien, il a au moins une solution après coup où il va dans du vert, et donc il va rester dans ce qu'on appelle ses attracteurs. Et puis si l'adversaire venait sur cette pièce, c'est cette position 1, C2, pareil, l'adversaire pourrait venir sur cette position et gagner. Donc on va faire l'étude complète du graphe du jeu. Et à partir de là, à partir de tous les coups possibles, on va étudier des positions finales, l'intégralité des attracteurs des deux joueurs. Et on va être capable de dire déjà si au départ du jeu, il y en a un qui est sûr de gagner s'il connaît le graphe. Et dans cet exemple-là, oui, il est sûr de gagner. Le joueur 1, quel que soit le joueur 1, il est sûr de gagner. Et puis on va pouvoir dire comment jouer, stratégie gagnante pour être sûr de gagner. Et déjà dans cet exemple de TD, on va se rendre compte que sur le jeu, parce que là je suis parti d'un jeu avec 4 palets, sur le jeu à 12 palets, pour être capable d'étudier si la position de jeu initiale est gagnante, il va falloir étudier tellement de possibilités, on n'y croit pas mais c'est vrai, que plus de 24 gigas de RAM vont être utilisés dans l'ordinateur et donc ça ne va pas être possible de le déterminer à l'avance. Et donc il y a une solution pour pallier à ça qui s'appelle, il y a d'autres choses, mais l'algorithme min-max. Et donc au programme, on voit un algorithme qui va permettre d'étudier le jeu sans rien mettre en mémoire, en tout cas pas autant que si on étudiait le graphe complet, et qui va étudier le jeu sur 1, 2, 3 coups à l'avance, voire dans cet exemple-là, sur les 12 coups à l'avance, enfin maximum pour le jeu où il y a 12 palets. Je peux plus vous dire exactement le nombre de coups, mais ça n'a pas d'importance. Et on est même capable, grâce à cet algorithme min-max, de prévoir si la position de départ du jeu est une position gagnante sans avoir étudié tout le graphe en mémoire. Donc ce TD, il permet vraiment de faire le tour de tous les concepts qui sont derrière. Puis après, on va l'appliquer. Alors dans un premier jeu très simple que les élèves peuvent comprendre immédiatement en le programmant, c'est basé sur le jeu Fort Boyard avec les bâtonnets où on a le droit d'enlever 1, 2 ou 3 bâtonnets, il ne faut pas enlever le dernier. Mais l'idée, et vous pourrez vous amuser à y jouer, c'est de donner des lettres à partir de A dans l'alphabet. C'est-à-dire que chaque joueur, quand le joueur d'en face a donné une lettre, il doit continuer la lettre d'après et il en donne 1, 2 ou 3. Par exemple, le joueur qui commence d'un alphabet vide peut dire soit A, soit AB, soit ABC. Ensuite, imaginons que le joueur joue alors que le précédent a donné A, B, C, D, E, F. Il va pouvoir faire 1, 2 ou 3 lettres, c'est-à-dire dire G, GH ou GHI. Et donc, on va parcourir l'intégralité du graphe en fonction du joueur qui joue. On va aller calculer les attracteurs par l'algorithme qu'on a vu au TD précédent, voire un TD suivant où on fait des attracteurs optimisés. Et à partir de là, l'algorithme va être capable de nous dire quelle lettre il faut jouer. C'est-à-dire que quand je joue, il faut que je m'arrête à l'une de ces lettres A, E, I, M, Q, U, Y. Si je commence par la lettre A, je suis sûr d'avoir gagné. Ça, c'est les attracteurs du joueur 1 qui commence par la lettre A, et les attracteurs du joueur 2, il n'y a pas de lettre A parce qu'il ne peut pas la jouer, mais c'est les mêmes lettres E, I, M, Q, U, Y. C'est-à-dire que si le joueur 1 fait une erreur, le joueur 2, s'il arrive à finir sur un E, I, M, Q, U, Y, a gagné. Par exemple, je dis A, vous dites B, C. Eh bien, je vais devoir dire D, E. Si vous dites B, je vais dire C, D, E. Bon, je viens de dévoiler le jeu. Il suffit de dire le complément à 4, ça s'appelle la stratégie gagnante. Chaque fois que l'adversaire, à partir du moment où vous êtes dans vos attracteurs, dit un nombre de lettres, il faut donner le complément à 4 pour gagner, et vous êtes sûr de gagner à tous les coups. Et donc, ce petit TD-là, il permet vraiment de bien comprendre les concepts, puisqu'on peut aller visualiser l'intégralité du jeu et le comprendre très simplement. Du coup, après, on passe sur un jeu bien plus intéressant, qui est le morpion. Vous connaissez l'idée, c'est d'aligner 3 croix ou 3 ronds dans les cases. On a 9 possibilités de jeu. Ces 9 possibilités de jeu, c'est-à-dire qu'il y a 9 coups dans la partie, on va les étudier en créant le graphe complet du jeu. J'ai ici créé un outil de visualisation du graphe complet du jeu. Et il est fantastique, c'est une image que j'ai partagée sur mon site, vous pouvez zoomer dessus, mais elle fait 500 mégas, si je dis pas de bêtises, 150 mégas, un petit peu lourde. Et en fait, quand vous zoomez, vous verrez sur chaque position de jeu l'état de la grille, et puis si vous comprenez, parce que je l'ai expliqué sur mon site, ce à quoi correspondent les couleurs des chemins, vous serez capable de gagner à tous les coups. Alors attention,
on montre dans ce TD-là, qui est un peu plus intéressant que le précédent, qu'il y a des positions qui sont ni gagnantes, ni dans les attracteurs du joueur 1 ni du joueur 2. Autrement dit, il y a des positions, et la position de départ en est une, où aucun des deux joueurs ne peut gagner. Et en fait, si on fait deux IA qui jouent ensemble, ça sera 100% de match nul si elles connaissent le jeu intégralement. Et à partir du deuxième coup, on peut rentrer dans des attracteurs. Et donc là, celui qui rentre dans des attracteurs, s'il connaît l'intégralité du graphe, mais là il y a du boulot, eh bien il est sûr de gagner. Pourquoi ? Parce qu'il y a 5478 sommets, c'est-à-dire états de jeu différents, avec des chemins entre les différents sommets. Il y en a 16 167. Bon. Et donc là, c'est un jeu qui prend tellement de place en mémoire, là aussi. Enfin non, pardon, lui, il prend pas trop de place en mémoire, mais on peut aller aussi mettre une stratégie min-max en étudiant plusieurs coups à l'avance. Et donc, j'ai illustré ça avec un petit dessin ici. On peut essayer de trouver une stratégie du je regarde à 3 coups à l'avance, est-ce que je peux gagner ? Et du coup, je vais choisir le jeu que je vais faire tout de suite en fonction de mon espoir de gagner à 3 coups à l'avance, plutôt que d'étudier l'intégralité du graphe. J'ai fini sur les jeux. D'ailleurs, je vois que le titre était faux. C'était pas dérivation numérique, c'était les jeux. Donc, je vous mettrai à disposition ce document sur mon site à côté de la vidéo et je le corrigerai d'ici là. Voilà, maintenant que j'ai fini avec l'informatique du tronc commun, on va parler, je vérifie quand même que le micro fonctionne encore, parce que j'aurais pas envie de tout refaire, c'est bon a priori. Eh bien, on va parler de simulation numérique informatique, c'est-à-dire ce qu'on va faire dans les autres matières scientifiques, physique, chimie et sciences de l'ingénieur en particulier. Là, je vous ai mis un petit récapitulatif d'une vidéo que j'ai publiée la semaine dernière sur la méthode de l'air. Donc, vous avez une petite vidéo qui dure 2 heures, mais qui permet en 45 minutes de présenter tous ces exemples que je vais vous présenter en 2-3 minutes. Et puis après de voir comment on les code. Et donc en fait le principe de la dérivation numérique et de la méthode de l'air, c'est d'être capable de résoudre des systèmes d'équations différentielles d'ordre 1, d'ordre 2, éventuellement supérieur, qui soient des dérivées spatiales, temporelles ou autres. Et donc là, vous avez un grand panel d'exemples que je traite sur mon site. Je vais faire un petit peu le tour. Par exemple, dans les petites vidéos sympas, regardez ici, on va simuler la gravité sur un paquet de balles et après, on va faire tourner la gravité comme si la boîte carrée tournait. Mais je préfère faire tourner la gravité que la boîte, c'est plus facile au niveau affichage. Voilà, après j'ai une autre vidéo qui est cachée, je regarde ici, on va simuler le stick slip, c'est-à-dire le phénomène de crissement, ici représenté par un tapis roulant sur lequel il y a une masse qui est en adhérence avec le tapis, elle est retenue par un ressort, une corde élastique, et il y a un moment où la force va devenir tellement grande que hop, ça va se mettre à glisser, puis ça va revenir adhérer. Voilà, et si je dis pas de bêtises, j'ai une troisième vidéo cachée là-dedans, je crois, je regarde, oui c'est celle-là, cette fois-ci on simule la même chose que les balles de dés mais en 3D, j'ai mis énormément de viscosité et on regarde s'empiler 400 balles dans un cylindre. Bon, maintenant, on va pas attendre que la vidéo se finisse, mais je vais la laisser. On va pouvoir traiter des systèmes d'équations différentielles. Par exemple, ici, somme des forces égale MA sur un système masse-ressort-amortisseur. Ici, c'est la propagation d'une onde. Là, c'est un système proie-prédateur avec des aliens et des humains. Ici, c'est les équations de balistique pour déterminer, j'ai mis une petite image quelque part, là, la trajectoire d'une balle qu'on enverrait qui serait soumise à des frottements fluides au carré de la vitesse. Ça, c'est les résultats d'une simulation d'un mouvement brownien. Ici, c'est la résolution du potentiel et champ électrique pour voir l'effet de pointe et d'apparatonnerre. Ici, c'est la réaction de, que je dise pas de bêtises, c'est l'attracteur de Lorentz. Voilà, c'est quelque chose d'assez joli où on montre que quelles que soient les conditions initiales, ce système d'équations fait que la solution va osciller dans un domaine très précis qui n'évolue pas, qui reste le même, le domaine reste le même. Là, on va simuler de la thermique dans un barreau 1D. Ici, j'ai simulé pendant ma thèse de la coalescence, c'est-à-dire de la simulation fluide avec les équations fluides qui sont en dessous. Je propose un TD sur la simulation de la poussée d'Archimède sur un bateau en calculant la résultante des pressions de l'eau et de l'air sur tout le bateau. Ça, c'est la résolution de l'équation de Chainette qui permet de déterminer la forme d'une corde et donc d'un câble de téléphérique, par exemple. Ici, on a la réaction oscillante de BZ, qui est la partie dans l'équation qu'elle a dérivée à gauche temporelle, on enlève la dérivée spatiale et les dérivées qui sont à droite. Quand on rajoute la diffusion, on obtient ce système d'équations et on peut simuler les phénomènes qu'on peut observer dans la réaction de Belousov-Zhabotinsky sur là ici en vrai dans une boîte de pétri.
Là, on a la simulation d'un asservissement d'un moteur à courant continu, c'est le TD que je fais spécifiquement en sciences de l'ingénieur. Ici, on a les équations d'un modèle simple de propagation d'épidémie. Là, les équations d'un pendule oscillant. Bon, j'ai fait le tour, voilà, on peut faire tout ça. Donc là, en deuxième année, on commence vraiment à faire des vraies applications et le langage Python est totalement... La maîtrise du langage Python est totalement nécessaire pour réussir à faire ça. Ah, les vidéos se relancent toutes seules et on passe. Ensuite, les méthodes de Newton et dichotomie. Je vous rappelle qu'en deuxième année, en sciences de l'ingénieur, on a 4 chapitres. Du coup, on en est au deuxième. Il y a une page par chapitre, rassurez-vous, c'est bientôt fini. Donc, Newton et dichotomie, le principe, c'est de savoir résoudre numériquement l'équation f de x égale 0 sur une fonction qu'on connaît. On n'y va pas à tâtons. En général, on la trace. On sait dans quel intervalle on cherche ce 0. On sait qu'il existe. Et donc, on va restreindre notre étude. Et à partir de là, eh bien, la méthode de dichotomie va consister à diviser par 2 l'intervalle. On arrive sur le point rouge, on cherche le 0. On va regarder si notre fonction, son signe est le même d'un côté ou de l'autre. Par exemple, à droite, le signe est positif, donc la solution égale 0 n'existe pas, elle est à gauche, là où il y a un signe qui change. Donc on va trouver le point jaune, on va regarder à gauche, le signe est tous les deux négatif, donc on va venir à droite. On va trouver le point violet, on va regarder à gauche, etc. Et on va converger avec une complexité logarithmique, comme on l'a dit en première année, sur l'algorithme de dichotomie. Et puis on va voir comment, évidemment, utiliser des modules qui font ça tout seul. Mais on programme la méthode et ensuite on utilise le module. Et la méthode de Newton qui consiste à partir d'une valeur de la fonction, par exemple ici en x0 notre départ, de calculer la pente de la dérivée, de résoudre cette tangente, la tangente en cette courbe égale 0, on va trouver le point x1, on va faire l'image, on va trouver x2, on va trouver x3. Cette méthode a l'avantage de converger beaucoup plus vite que la méthode de gauche, mais l'inconvénient d'avoir des cas particuliers où ça se passe mal. Voilà. On applique ça en SI au système 4 barres. Donc vous avez des systèmes 4 barres un peu dans tous des exemples que j'ai donnés là, des amortisseurs, un portail automatique, le système au ski pour monter, descendre les barrières qui nous empêchent de tomber, le train d'atterrissage, etc. Donc on pose un système 4 barres quelconque. En SI, on sait trouver l'équation à résoudre. Et donc, pour toutes les valeurs d'un angle X qui sera l'angle d'entrée θ1, 0, on cherche la valeur de Y. Donc, on va faire une résolution Newton ou dichotomie pour chaque valeur de l'entrée. Si par exemple, on veut faire la courbe sur 360 degrés que j'ai faite à droite, eh bien, enfin, c'est à peu près 360 degrés dans cet exemple-là. On va donner des valeurs tous les degrés, par exemple, de X et on va faire une résolution pour trouver Y pour chacun des X et après tracer la courbe. Au passage, si on devait faire la résolution mathématique à la main, je l'ai proposé à mes élèves pour qu'ils voient ce qu'il y avait derrière. Ça donne un énorme tableau avec des trucs très compliqués. Alors que quand on sait faire une méthode de dichotomie ou de Newton, c'est quelques lignes pour résoudre cette équation. Et on trouve la courbe résultat. Voilà, après une petite animation pour les élèves qui sont rapides, ils peuvent aller jusqu'à faire l'animation de ce mécanisme pour voir comment ça marche. Ensuite, intégration numérique que j'applique à 2 exemples. Donc en gros, on voit l'intégrale des trapèzes, hein, c'est la plus importante. Après, il y a les méthodes d'intégration à gauche, à droite, j'en parle pas. Mais en gros, on va approximer, c'est pas égal direct, hein, c'est une approximation, une intégrale par une somme de trapèzes, d'aires de trapèze. Et après, on va l'appliquer d'abord pour une vraie petite intégrale mathématique pour calculer le centre de gravité d'une cuve cylindrique en fonction de la hauteur du centre de gravité en fonction du niveau de l'eau. Et puis le volume en fonction du niveau de l'eau. Et puis après, on va appliquer ça sur un accéléromètre. Ici, je vous montre à gauche les mesures d'un accéléromètre d'un téléphone où on peut exporter les données, comme Phyphox par exemple, hein, ou Physics Tools. À partir de la connaissance des accélérations, on va être capable, moyennant un petit filtrage que je fais ici de cette courbe à celle-là, vous verrez que le 0 des accéléromètres, il a été recalé. Moyennant un filtrage de l'accélération, on est capable par intégration de trouver la vitesse. Petit filtrage de la vitesse, dans des cas particuliers, on peut trouver le profil de position sur x et y. Et quand on trace y en fonction de x sur un repère orthonormé, on est capable de retracer la trajectoire. Et j'ai fait des contours avec mon téléphone d'une table qui fait 60 par 35 cm. Et on retrouve à peu près effectivement la trajectoire que j'ai faite. Maintenant, les systèmes linéaires. Donc la résolution d'un système linéaire, c'est quelque chose qui s'écrit sous cette forme-là. En gros, quand on est en méca, on va faire des résolutions force-fermeture cinématiques. Donc on va obtenir un système linéaire qui ressemble à ça, où les inconnus, c'est les vitesses de rotation R et la vitesse V03. On va pouvoir le mettre sous forme matricielle et résoudre le système linéaire en connaissant l'une des vitesses. Ici, par exemple, la vitesse du mouvement 1 par rapport à 0 du bielle manivelle. Donc on connaît la vitesse de rotation ici de sortie du bielle manivelle et on veut trouver la vitesse de translation de la pièce 3 au cours du temps. Et bien on la trouve
trouve en faisant l'inversion du système linéaire comme vous le voyez là. Et puis pareil, quand on veut la relation entre le couple qui s'exerce sur la pièce 1 et la force que va exercer par exemple le mélange enflammé sur le piston, et on obtient un système linéaire qui est traduit ici sans frottement et en statique quand ça ne bouge pas, mais ça marcherait aussi en dynamique avec des frottements. On le met sous forme matricielle et on est capable de trouver la relation entre le couple et l'effort, et puis même les actions mécaniques dans toutes les liaisons pour éventuellement les dimensionner, mais c'est du programme plutôt de PT. Voilà, donc application méca de système linéaire. Mais après, j'en ai un autre exemple sur une structure en treillis. Vous avez peut-être déjà vu ce petit jeu sur smartphone où on doit faire passer des camions, dimensionner notre pont pour qu'il cède pas. Et donc j'explique, mais c'est un projet relativement long qu'on ne fait pas souvent avec les élèves, enfin, s'ils le font, s'ils en ont besoin par exemple. On va être capable de faire passer un camion et puis dans une structure comme celle-ci de faire les calculs des efforts dans chacune des barres et même de les tracer au cours du temps. On voit le camion qui passe, les efforts et on peut donc vérifier si oui ou non le pont va céder. Voilà, j'ai fait le tour de l'application, des applications de simulation. Il y en a d'autres en physique-chimie évidemment, mais moi j'enseigne pas la physique-chimie, du coup j'ai quand même quelques applications du type champ et potentiel électrique, mais c'est parce que j'ai travaillé de l'informatique avec un collègue de physique-chimie. Maintenant, je vous présente l'IA au niveau de la science de l'ingénieur et on aura totalement terminé. Donc en IA, je vous rappelle qu'il y a la méthode KNN en sciences de l'ingénieur, mais on l'a traité précédemment en informatique, du coup je n'en reparle pas, mais c'est la détection de panneaux de signalisation. Maintenant, on a au programme la méthode de régression linéaire multiple et je propose deux applications, une sur les images, donc c'est pas de la SI, et une sur un système qui est vraiment de la SI pour le coup. Imaginez par exemple, vous vous souvenez en première année, j'ai vu que l'image d'une forêt au printemps, quand on représente ces pixels, il semble avoir une certaine linéarité. C'est-à-dire que quand vous coupez selon une abscisse 150 ici, vous vous rendez compte qu'ils sont relativement linéaires. Quand vous coupez à 200, c'est pas la même pente, mais il y a aussi une évolution relativement linéaire. Et dans la direction suivante, c'est pareil. Si on coupe à 150 ici, on va se rendre compte qu'il y a une évolution relativement linéaire. Autrement dit, quand c'est représenté ici, si on regarde que les trois cases en haut à droite, on va avoir la représentation suivant les différents plans. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On va représenter les évolutions de R en fonction de G, de R en fonction de B et de G en fonction de B, et on va se rendre compte que tout ça, c'est relativement linéaire. Et donc, on va apprendre un modèle de régression linéaire multiple qui va être capable, en gros, d'apprendre des relations linéaires entre les différents paramètres. On va lui dire, tiens, quand tu connais l'abscisse et l'ordonnée, c'est-à-dire les valeurs R et G d'un pixel, prévoit automatiquement la valeur de B. Et là, on trace la matrice de confusion, c'est-à-dire qu'en abscisse, on lui dit, tiens, dans l'image initiale, tu aurais dû trouver 50. Qu'est-ce que tu as trouvé avec ton algorithme? Et on va voir qu'on a quelque chose de plutôt diagonal, c'est-à-dire en gros que l'algorithme a plutôt bien marché. Il y a des petites erreurs, mais il est à peu près capable de recréer la valeur de B dans chaque pixel connaissant les valeurs de R et G. Il se débrouille plutôt bien. Du coup, après, on lui donne une image dans laquelle on a annulé toutes les valeurs de B. Ça donne l'image que vous voyez en haut. Et on demande aux élèves de recréer l'image avec le modèle d'apprentissage sur cette photo-là de la couleur sur cette image-là. Et alors toutes ces images, c'est fait à Fontainebleau pour ceux qui reconnaîtront où c'est. Et il est capable d'à peu près plutôt bien recréer l'image par son apprentissage. Bon, ça c'est vraiment une anecdote parce que j'ai remarqué qu'il y avait une linéarité en première année sur certaines images. Maintenant, une application totalement SI et super intéressante, c'est l'application à un robot collaboratif parce qu'avec les élèves, on veut en faire un modèle multiphysique et donc il faut connaître les frottements qui s'appliquent dans le robot. Il faut connaître la masse du robot parce que là c'est vertical et il a une masse. Et en fait, c'est un robot qui va nous permettre de monter des masses sans forcer parce qu'un capteur va capter l'effort et un moteur va déplacer la masse pour nous. C'est un peu comme des exosquelettes si vous voulez. Et donc, pour notre modèle, on a besoin de connaître les frottements secs, c'est-à-dire frottements qui sont constants, d'objets qui se frottent l'un à l'autre, des frottements fluides qui sont proportionnels à la vitesse de déplacement. Et même, on va être capable de trouver automatiquement, sans il faut consulter les données du fournisseur, la masse en translation verticale de tout le robot. Et ça, pour ça, on va rajouter des masses dont on connaît le poids. Elles font 1 kg et on va faire des simulations pour 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg. Là, je le fais que pour 1 et 6 kg. Et on va lui demander de se déplacer. On va faire des mesures en fonction de la vitesse de rotation en régime permanent. On va calculer le couple moteur parce qu'on connaît l'intensité du moteur. Et on va représenter ici en 3D les couples moteurs en fonction du nombre de masses
de la vitesse atteinte et je ne sais plus ce que sont les abscisses ordonnées, mais c'est pas très grave. De la vitesse et le couple moteur en fonction de la vitesse ici atteinte et du nombre de masses. Si c'est bon, c'est ça. On trouve deux plans, un positif, un négatif. On peut montrer en sciences de l'ingénieur que côté des vitesses positives et côté des vitesses négatives, on va être capable de trouver une approximation linéaire du comportement qui va nous permettre de retrouver les coefficients de frottement sec et les efforts extérieurs et coefficients de frottement fluide. Et du coup, on apprend à un modèle tous ces points et il est capable de nous donner le coefficient de frottement fluide moyen sur toute la mesure côté positif et négatif, la masse M0 de 5,6 kg de l'ensemble en translation sans les petites masses rouges. Il est même capable de reprévoir la masse des petites masses qu'on a ajoutées pour les mesures de 1 kg. Il trouve 1,05 kg et le couple de frottement sec moyen sur la mesure des parties positives et négatives. Donc ça, c'est vraiment une belle application sciences de l'ingénieur. Maintenant, la dernière partie, c'est l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci, je dirais la vraie, les réseaux de neurones, quelque chose d'un peu différent de tout le reste. Et donc, j'ai une vidéo d'1 heure qui présente ça. Si ça vous intéresse, vous la retrouverez en ligne sur mon site. Et donc, on va pouvoir apprendre ce que c'est qu'un perceptron, c'est-à-dire un réseau numérique, un neurone numérique qui, à partir de 4 entrées ici, est capable de prévoir une valeur de sortie. Puis, on met plein de neurones ensemble, ce qui crée un réseau de neurones. Et connaissant l'entrée du réseau de neurones, on veut prévoir une sortie. Par exemple, dans une application toute bête, disons qu'on a 4 valeurs de température et qu'on veut trouver la température moyenne. Et donc, on veut voir comment entraîner le réseau de neurones à ce qui prévoit cette température moyenne. On va représenter le réseau de neurones par les données de poids et de biais qui sont là, c'est-à-dire que l'intégralité de ce réseau est représentée par les quelques nombres que vous voyez là. Et après, il va y avoir toute une procédure qui va consister à donner les entrées au réseau de neurones, voir combien il a prévu, connaissant l'erreur sur ce qu'il avait à prévoir et ce qu'il a prévu. On va être capable par rétropropagation et par descente de gradient de mettre à jour tous les coefficients, de faire ça de manière itérative sur toutes les données d'entrée, ça s'appelle un époque, puis de manière itérative plein d'époques les uns à la suite des autres, jusqu'à ce que l'erreur totale qu'on peut estimer du réseau converge vers une valeur qui ne sera pas forcément 0, mais qu'elle converge. Et à partir de là, on va vérifier les performances de notre réseau. C'est-à-dire que quand il devait prévoir une moyenne de 0,4, il a prévu une moyenne de 0,4. Quand il devait prévoir une moyenne de 0,1, il a prévu une moyenne de 0,2. Donc c'est pas parfait. Mais ensuite, on voit comment avec des modules, on peut déjà directement programmer ça, créer le réseau de neurones automatiquement et l'entraîner. Et là, d'un coup, ça donne la possibilité d'utiliser des réseaux de neurones sur plein d'applications sans forcément tout coder, mais en ayant compris le fond des choses qui se passent derrière. Et donc voici quelques applications que vous trouverez sur mon site. On entraîne un réseau de neurones sur les 330 000 images de la base de données NIST. Et à partir de là, c'est une base de données de chiffres manuscrits et de lettres, mais moi je me limite aux 330 000 chiffres. On est capable de faire reconnaître au réseau de neurones cette suite de chiffres écrits à la main et il va nous prévoir avec 99% de réussite les chiffres qui sont écrits à gauche. Ensuite, un petit algorithme où on va apprendre à l'IA toutes les possibilités d'image avec un rond rouge de différentes tailles et à toutes les positions de l'image. Et quand il a appris ça, on lui donne des exemples tests et il met en noir l'image qu'il a trouvée, la balle qu'il a trouvée, donc il trouve parfaitement toutes les balles automatiquement ici. Puis après, on lui fait un exemple K-test sur un robot qui doit trouver la balle rouge au centre de l'image et puis il la trouve. Après, je fais faire de la convolution. En première année, rappelez-vous, on a vu qu'il y avait des algorithmes de convolution. L'idée, ça va être de remplacer la convolution par un réseau de neurones. La convolution locale, c'est à partir d'une petite image locale de 9 pixels, le point central de la nouvelle image est ce qui doit prévoir un 1 ou un 0. Donc, on va d'abord faire la procédure de convolution apprise en première année, qui est un calcul parfaitement connu, qui va prévoir le 1 ou le 0. On va en parallèle traduire notre image en une liste de valeurs, les listes de ces valeurs RGB, par exemple ici 150, 50, 100, puis 255, 255, etc. On va dire au réseau de neurones, après normalisation des valeurs entre 0 et 1, tiens, quand tu avais ça, il fallait que tu prévois un 1 parce que l'algorithme normal le prévoit. On lui donne à peu près 2000 K-tests, si mon souvenir est bon. Après, on n'a plus besoin de connaître la convolution, on a entraîné un petit réseau de neurones qui est capable de, quand il voit l'image, dire ça doit être un 1 ou ça doit être un 0, sans faire tous les calculs, puisqu'il a finalement appris la logique qui va derrière automatiquement. Après, vous avez vu l'exemple du système 4 barres de tout à l'heure. Eh bien, on obtenait cette courbe, mais c'était une courbe qui était finalement la donnée d'une liste d'abscisses et d'ordonnées. Et avec un réseau de neurones, on va être capable de l'interpoler, c'est-à-dire de créer une pseudo-fonction f de x qui va remplacer cette liste et donc nous donner la relation entrée-sortie. Après, la classification 2D, c'est l'évolution de mon algorithme KNN sur les points en 2D, mais cette fois-ci avec un réseau de neurones qui est capable de prévoir des familles d'appartenance des points du plan en fonction de ce qu'il a appris.
Je pense que j'arrive à la fin. Si j'ai ensuite, puisqu'on le faisait sur KNN, proposé une version IA avec réseau de neurones de la reconnaissance de panneaux, qui fait exactement le même travail, qui reconnaît automatiquement tous les panneaux que vous voyez là. Et puis donc on a fait le tour de toute l'informatique de prépa. Alors j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais je ne traite pas de l'informatique en MPI et de l'informatique en SI option info, qui va être un petit peu plus compliqué et plus dans le fond de l'informatique. Je suis vraiment resté sur ce qu'à peu près tous les élèves vont faire dans les filières que je vous ai présentées. Si vous êtes intéressé par l'informatique des filières spécifiques MPI, MP2I et informatique en MP option info, il faudra aller voir les programmes ou trouver peut-être des gens qui en parlent, mais moi je l'enseigne pas, donc je ne peux pas rentrer dans les détails. Maintenant, ce que je peux vous dire, si tout ça vous a plu, c'est que déjà si vous êtes si vous êtes quelqu'un d'intéressé par l'informatique Python, vous allez sur mon site cpge-sci.com dans la partie informatique. Déjà, vous avez une console et j'explique comment installer le logiciel pour pouvoir programmer sur votre ordinateur ou programmer sur mon site. Dans la partie base Python, c'est des généralités qu'on utilise dans l'ITC1 en première année. Donc dans mon chapitre ITC1, je me base sur pas mal de choses de base Python, mais j'ai dédié la page ITC1 à vraiment l'application du programme d'informatique du tronc commun première année. Et en particulier, parce que je compte bien mettre des vidéos sur pas mal d'exemples, vous trouverez dans base les 2 pages dédiées au TD01 et TD02 qui vont vous permettre de vraiment prendre en main le langage au départ avec plein d'explications, des bonnes habitudes à prendre. Et je pense que si vous voulez donc commencer et vous entraîner, c'est ces 2 TD qu'il faut faire. Et en particulier, message adressé aux élèves de terminale qui vont bientôt rentrer en prépa. Eh ben, ça vaut le coup d'aller faire ces 2 TD, TD01 et 2 en parallèle de ma vidéo, d'installer le logiciel, de voir comment ça marche. Ça vous mettra vraiment dans le bain de ce que vous allez faire dès la rentrée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez tenu jusqu'au bout et donc que ça vous a intéressé. Maintenant, vous savez comment aller plus loin. Je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt sur cpge-sci.com.